On va être ensemble ici dans cette salle jusqu'aux alentours de 20h30. Avec, vous allez voir, il y aura des chiffres, il y aura des larmes aussi, parce qu'il y aura des lauréats. Donc on espère qu'on aura un peu d'émotion autour de tout ça. Et on fera une table ronde aussi qui sera autour de la RSE, puisque ce sera un des thèmes forts de cette soirée. Alors avant de démarrer vraiment concrètement la soirée, je tiens à remercier les partenaires déjà vous remercier à tous et toutes d'être parmi nous ce soir. Et puis remercier les partenaires de Numéum, AON, Aiming, ASF Consulting et CCLS qui soutiennent ce rendez-vous aujourd'hui incontournable de toute la profession du logiciel. Et puis sans plus tarder, je vous propose de rentrer tout de suite dans le vif du sujet et d'accueillir sous vos applaudissements Stanislas de Rémur et Gilles Mézari. Voilà, on peut les applaudir. Merci Stan. Messieurs, merci. Bonsoir. Donc Stanislas, bonsoir respectivement président et vice-président du Collège des éditeurs et plateformes, président du Numéum et vice-président du Collège des éditeurs et plateformes Numéum. J'y arrive. Voilà. Merci de nous accueillir dans ce lieu, près de la Bourse, un symbole finalement sur la French Tech qui continue quand même à battre des records, même si on a ce climat d'incertitude, on se questionne beaucoup. On regarde la tech américaine, on s'inquiète aussi, on entend tous ces licenciements chez la tech, mais on se dit, tiens, en France finalement, enfin en France, en Europe, on se porte plutôt bien. Et puis on a tous ces défis, on sort du Covid-19, on a ce défi aujourd'hui qui arrive avec la guerre en Ukraine qui nous met encore plus d'incertitude, choc énergétique, alors l'inflation, les taux élevés. Après, il y a aussi le positif. Alors le positif, je ne sais pas s'il faut le voir dans ce sens-là, c'est la pénurie de compétences, mais ça veut dire qu'on a encore besoin, on a des projets. Et puis il y a un thème fort dont on va beaucoup parler ce soir, c'est la décarbonation de l'économie. Je le disais tout à l'heure, 12e édition de ce baromètre, Stanislas, qui est une sorte de boussole, ou de baromètre, finalement il porte bien son nom, sur ce top 250. Oui, tout à fait. Alors déjà, bonjour à tous et bienvenue. C'est vrai pour cette 12e édition du Top 250 et puis la 2e édition depuis la création de Numéum. Oui, donc ce baromètre, il est très important. Déjà, je tenais à remercier évidemment EY, mais c'est très important parce que c'est une mine d'informations qui nous sert un peu de boussole sur notre secteur et qui montre aussi la capacité d'adaptation, de transformation du secteur des logiciels, que ce soit dans des périodes de fort développement ou dans des périodes comme on a pu le vivre, de crise. Et on a plutôt été bien servi en termes de crise depuis 2 ans. Donc ce baromètre, il est essentiel. Et on verra tout à l'heure que même sur 2021, le secteur a réussi à bien s'adapter, à se transformer. Et c'est plutôt une très bonne nouvelle. Juste avant de te redonner la parole, j'aimerais aussi remercier tous ceux qui prennent un peu de leur temps pour remplir ce questionnaire. C'est très important. C'est ce qui fait qu'on est capable, après, de compiler les chiffres et de donner ce baromètre. Donc, je tenais à les remercier. Il y a chez Numéum 1100 éditeurs de logiciels et plateformes. Et c'est grâce à eux que ce baromètre, il existe, évidemment, grâce aussi à EY. Voilà, merci encore à toutes et tous. Gilles, un mot justement sur cette empreinte carbone. On sent que la crise a donné un coup d'accélérateur, alors beaucoup de choses, mais notamment à cette volonté des entreprises de réduire leur empreinte carbone. On va en parler dans un instant avec notre invité d'honneur autour de ces sujets. Mais voilà, quelle est ton intuition autour de tout ça? Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir Frédéric. Effectivement, alors ce sujet est un sujet d'actualité que Numéum traite et gère depuis quelques années maintenant. C'est pas récent. On en parle aujourd'hui, mais c'est pas récent. Ça fait plusieurs années qu'on a pris le sujet à bras-le-corps. Nous avons été à l'initiative de Planète Tech Care, pour ceux qui connaissent déjà, qui est gérée de main de maître par Véronique Torner, administrative de Numéum et depuis peu vice-présidente de Numéum pour le numérique responsable, qui permet en fait à tous les signataires de la charte Planète Tech Care, adhérents ou pas de Numéum, de pouvoir bénéficier d'ateliers de travail, de formation sur tous les aspects RSE liés à l'entreprise. Alors, c'est vrai que c'est quelque chose d'important. On est aussi contacté par l'État pour travailler avec l'État sur des groupes de travail liés à l'empreinte carbone notamment, mais au RSE au sens large du terme. On verra que le RSE tout à l'heure dans la table ronde, c'est pas que l'empreinte carbone. Et nous avons de fortes implications sur tout ce qui est Green IT et IT for Green. Voilà. Et on verra donc tout à l'heure avec la table ronde que le RSE, c'est pas juste l'environnement, mais c'est aussi le sociétal, l'économie et l'éthique.
Oui, et puis l'engagement des collaborateurs, on en reparlera aussi ensemble. Alors, plus largement, la démarche RSE à laquelle nous allons nous intéresser ce soir. Alors, c'est l'un des thèmes de ce top 250, Stanislas, et on va le retrouver dans les chiffres que vont nous présenter dans un instant EY. Alors c'est l'un des thèmes, c'est même le thème, j'ai envie de dire. Oui. Et on s'est rendu compte, quand on a posé la question, que 71% des éditeurs de logiciels le jugeaient comme prioritaire. Je pense que si on avait posé la même question il y a 2-3 ans, je ne suis pas sûr qu'on aurait eu les mêmes chiffres. Mais aujourd'hui, c'est 71%. Et ils jugent que c'est prioritaire pas seulement pour leur entreprise, mais ils ont conscience que ce sujet, il va au-delà de l'entreprise, il va vers les clients, il va vers les financeurs, il va vers les collaborateurs. Aujourd'hui, la RSE pour les collaborateurs, c'est extrêmement important. Donc c'est pour ça qu'on a décidé de l'inclure cette année dans le top 250 parce qu'on a estimé que c'était très important. Et on va avoir la chance tout à l'heure d'avoir un débat, deuxième partie, avec un éditeur de logiciel, un hébergeur, un donneur d'ordre, qui vont nous donner un peu leur input, leur expérience, qui vont aussi nous faire comprendre que la RSE, évidemment, au-delà de l'intérêt que ça peut avoir pour la planète ou pour, comme tu disais, pour l'aspect sociétal, ça aussi, ça donne des possibilités aussi de croissance, de performance, et donc on peut le voir extrêmement positivement aujourd'hui pour son entreprise. Donc un débat qui va être très intéressant tout à l'heure. Et avant ce débat, on a l'honneur d'avoir un invité d'honneur. Oui. Okay, et donc c'est quelqu'un qui évidemment est un expert du développement durable. Il est depuis 2007, si je ne me trompe pas, directeur du développement durable du groupe Bouygues. Il est aussi président du collège des directeurs de développement durable, C3D. Et enfin, il est ambassadeur de The Shift Project que vous connaissez tous. Donc je suis très heureux d'appeler Fabrice Bonifay. Ah, que l'on peut applaudir, Fabrice. Ouais, voilà. Bonsoir, Fabrice. Merci d'être avec nous pour parler de ces sujets importants. Alors on va pas revenir sur COP26, COP27, encore quoi qu'il y a encore beaucoup de choses à raconter encore même dans celle qui se présente. Mais peut-être parler des. Vous estimez que les mesures prises contre les effets du réchauffement climatique ne sont pas vraiment à la hauteur des enjeux aujourd'hui, que les modèles économiques actuels ne sont pas compatibles avec les efforts requis pour faire face aux chocs à venir. Et alors justement, comment il va falloir faire évoluer nos modèles économiques? Vous allez nous tirer la sonnette d'alarme encore plus fort et puis on l'espère encourager tout le monde à bouger encore plus vite. C'est ça l'idée? Ouais. De toute façon, il suffit de regarder les chiffres. Le GIEC nous dit quoi? C'était le 6e rapport. Là. Ils ont édité le 6e rapport. Il a publié le 6e rapport il n'y a pas longtemps. Et quand on écoute bien ces gens-là, c'est quand même pas loin de 2000 chercheurs dans le monde qui observent les effets du changement climatique d'un point de vue scientifique. Donc les fameux ppm de CO2 dans l'atmosphère. Donc on est à 417. Au début de l'ère industrielle, on était à 280. Et les gens du GIEC, ils nous disent, voilà, si on veut rester sous les 1,5 degré de réchauffement moyen, on est déjà à 1,2 degré et on voit déjà le bazar que ça crée, 1,2 degré en termes de dérèglement climatique. Il ne nous reste plus à émettre au niveau planétaire, au niveau mondial, 400 gigatonnes de CO2. Donc on en a déjà émis à peu près 2360 gigatonnes. Donc 400 gigatonnes, alors vous allez dire, ok, so what? Jusqu'à quand? Jusqu'à 2100. Sauf qu'au rythme actuel des émissions mondiales, donc c'est pas que la France, c'est tous les pays, dans 10 ans, on aura mangé ce budget des 400. Donc on sera déjà à 1,5 degré en 2032. Mmh. Et donc au rythme actuel, si on continue sans rien changer, on va breaker les 2 degrés en 2040 à peu près, donc 60 ans avant l'objectif. Et sur la trajectoire actuelle, on sera en hypothèse basse à 2,7 degrés de réchauffement moyen, il n'y a que 2,5 degrés en hypothèse la pire. Et on est sur l'hypothèse la pire aujourd'hui. Ouais. C'est-à-dire les 3/5 de l'humanité inhabitable d'ici 2100, avec la chaleur humide, avec les migrants climatiques, avec tout le bazar. C'est ça, en fait, qu'on est en train de faire, tout simplement. Alors, vous allez me dire, la France, c'est 1% des émissions mondiales. Oui, mais en émissions cumulées depuis le début de l'ère industrielle, on est 13e. 13e pays le plus pollueur du monde. Et on est 1% en émissions directes, mais en fait, on achète tout un tas de produits électroniques. Et ici, vous savez de quoi on parle. Qu'on fabrique plus en Europe depuis belle lurette. Et donc, l'empreinte carbone d'un Français moyen, c'est 10 tonnes. Alors qu'on devrait être à 2 tonnes.
Donc voilà, je peux continuer les chiffres longtemps. Donc on n'y est pas du tout. Là, ce qu'on fait en matière de RSE, on est du niveau de l'anecdotique greenwashing. Et quand je parlais des modèles économiques, il faut vraiment s'interroger sur comment on peut faire bouger les choses, parce qu'on peut faire bouger les choses. Oui, parce que sinon ce serait désespérant. Donc on m'a dit qu'il ne fallait pas baisser le moral des gens là, mais bon, c'est mal barré déjà. Il ne fallait pas m'inviter. Donc donc chez Bouygues, comme ailleurs, moi je suis une petite entreprise familiale, on se dit oui, mais comment on fait pour rester vivant quoi, dans un bazar comme ça? Parce que finalement aujourd'hui, plus on pollue, plus on gagne d'argent. Oui, parce que qu'est-ce que c'est que le business? Le business, c'est des matières transformées avec de l'énergie, des convertisseurs. Et plus on met une machine en route, et plus on crée de la valeur, parce que c'est pas nous qui bossons, on fait bosser des machines à notre place. Et voilà, sauf que les machines, elles sont alimentées par des croquettes qui s'appellent l'énergie. Et aujourd'hui, le mix mondial, il est à 83% carboné. 83% carboné. Alors en France, on est un peu mieux sur l'électricité, mais on n'est pas des enfants de la vertu, parce que de toute façon, 70% du mix français, c'est aussi des fossiles. Parce qu'il n'y a pas que l'électricité dans l'énergie, il y a pour le transport, il y a pour l'agriculture, etc. Donc, se dire, bon, c'est pas grave, on va remplacer tout le fossile par des énergies renouvelables. Oui, mais ça ne va pas le faire. Ça ne va pas le faire parce que, comme ça a été dit par le monsieur ici, là, il n'y a pas que le climat, il y a aussi l'extraction des ressources. Et pour faire des convertisseurs en énergie renouvelable, il faut des métaux. Et si on veut mettre en place des centrales de production ENR pour remplacer les centrales thermiques, déjà les ENR, pas de pause, c'est de l'intermittent. Donc ça ne va pas fonctionner tout le temps. Donc il va falloir mettre du stockage. Et tout ça, ça va consommer énormément de métaux. Donc dans les projections qui sont faites aujourd'hui par les pays de remplacer le mix fossile par du mix ENR, ça va revenir en fait à consommer plus de métaux entre maintenant et 2050 que ce qu'on en a consommé depuis l'Antiquité. Avec des dégâts, parce que l'industrie minière, ce n'est pas les plus propres de la Terre. Donc rien que pour le lithium, rien que pour ça, c'est x21 qu'il faut qu'on arrive à faire pour les voitures électriques. Pour le cuivre, c'est x19, alors que les mines de cuivre sont déjà au pic d'extraction. Donc il faut arrêter de raconter n'importe quoi. Il va bien falloir qu'on se mette dans la tête qu'il faut qu'on change effectivement nos modèles d'affaires, nos modèles de société, parce que la sobriété, si on ne veut pas qu'elle soit subie, il va falloir qu'on la choisisse un peu. Ce n'est pas dogmatique de dire ça, c'est juste mathématique. Qu'on vient de nous démontrer le contraire au Shift Project, et puis on est prêt à discuter. Mais sauf que quand on fait les calculs dans tous les sens, ça ne passe pas. Donc le Club de Rome nous l'avait déjà dit, le rapport Meadows aussi. Bon, on l'a complètement ignoré, on a été drogués aux énergies fossiles qui nous ont rendu tout un tas de services extraordinaires, qui nous ont amélioré notre confort matériel comme jamais, qui nous ont augmenté l'espérance de vie, et ça c'est formidable. Alors personne n'a envie de revenir aux dentistes des années 80 et au confort matériel du Moyen-Âge, personne. Mais il va falloir quand même qu'on change de mode de vie de façon assez radicale. Et donc, travailler sur les modèles d'affaires. Alors ce soir, on est dans cet environnement IT avec Numéum. Et alors, justement, comment faire pour réduire l'empreinte de carbone au niveau de l'IT? Alors on parle de Green IT, d'une part, de IT for Green. Là, on voit qu'il y a aussi beaucoup à faire. On dit toujours que le numérique, c'est 4% des mais c'est émissions 4%, mondiales. Mais c'est 9% d'augmentation annuelle. C'est ça, c'est 9% de consommation énergétique. Ça tue l'amour, ça. Oui. Déjà, c'est la première question qu'il faut qu'on se pose, c'est en ai-je vraiment besoin? Voilà, ça s'appelle la sobriété. Est-ce que le problème dans le numérique, comme dans tous les systèmes techniques, c'est pas le problème. Alors, c'est pas le problème de l'efficacité énergétique, parce que c'est vraiment s'il y a vraiment une industrie qui a progressé en matière d'efficacité énergétique, c'est précisément le numérique. Les processeurs d'aujourd'hui, on arrive à faire beaucoup plus de calculs que les processeurs des premières générations. Je dis souvent, on a une petite filiale dans le groupe Bouygues qui s'appelle Bouygues Télécom. La 1G consommait plus que la 2G par unité de data transportée, que la 3G, que la 4G, que la 5G. Sauf que plus on progresse dans ces technologies, ce qu'on gagne en intensité, on le perd en volume. Et ça, c'est vrai dans toutes les technologies. Ça s'appelle le paradoxe de Givens. Donc l'efficacité énergétique, c'est bien, il faut continuer d'être de plus en plus efficace. Mais si on ne met pas de la sobriété, on ne va pas y arriver. Sobriété, c'est-à-dire qu'on se donne des limites et ensuite on travaille des limites, des seuils à ne pas dépasser en consommation énergétique. Puis après, on travaille à mettre l'intelligence, le génie humain, votre génie, à la mise en place de démarches d'amélioration continue pour progresser, mais par rapport à des seuils qu'on refuse de dépasser. Parce que de toute façon, il va falloir qu'on fasse moins 6% d'émissions de gaz à effet de serre par an. Moins 6, c'est ce qu'on a eu pendant le Covid en 2020. C'est ce qu'il faut qu'on fasse pendant 60 ans si on veut maintenir le climat pas trop déréglé, parce qu'il n'y aura pas de retour en arrière. Ça aussi, on ne l'a peut-être pas dit, mais ça va, même quand le jour où on va arrêter d'émettre du CO2, 2 ans après, ça ne va pas revenir comme avant. Le climat d'aujourd'hui, il est perdu pour toujours.
l'été 2022, ça sera un été frais en 2030. Il faut avoir conscience de ça. Et même si on arrêtait d'émettre aujourd'hui, pendant 20 ans, ça va dériver encore, avant éventuellement de se stabiliser si on arrête d'émettre. Et l'objectif, c'est de faire net zéro émission en 2050, dans 28 ans. Donc il faut arrêter de raconter des carabistouilles. Il faut regarder la vérité en face. Donc pour le numérique, il y a 1000 trucs à faire, bien sûr. C'est déjà la sobriété, c'est dire est-ce que vraiment tous les logiciels, toutes les applications, tout ce qu'on fait, est-ce que c'est vraiment utile au bien commun? Est-ce que c'est important? Est-ce que c'est vraiment, il faut continuer de le faire? Déjà, c'est cette question-là. Puis ensuite, bien sûr, il faut, alors ça vous le savez déjà, il faut faire qu'on fasse durer la durée de vie des devices, parce que dans un smartphone, l'empreinte carbone, ce n'est pas l'utilisation, c'est la fabrication. Donc, essayez de voir avec ceux qui fabriquent ces machins-là, au lieu de les garder 2 ans, les garder 5 ans, 6 ans, 7 ans. Donc, l'obsolescence programmée qu'on a fait, y compris dans les logiciels, il faut peut-être revoir un peu ces façons de faire. Donc, si on ne va pas faire un cours sur le Green IT, mais il y a tout un tas de trucs à faire et que si on le faisait tous, ça serait bien. Et puis après, il y a l'IT for Green, bien sûr. C'est de dire comment vous allez pouvoir aider vos clients à décarboner leur modèle d'affaires. Attendez, on ne veut pas les avoir. Si, bien sûr qu'on peut les avoir, c'est pas compliqué. Il faut juste avoir. C'est comme quand on est trop gros, il y a des fois on a peur de se peser. D'avoir peur de se peser, ça ne fait pas maigrir. Mais c'est pareil. Alors, sur les initiatives, tiens, pour parler et pour conclure là-dessus, pour parler du C3D, du Shift Project, c'est quoi les initiatives que vous mettez en avant justement par rapport à alors, ce qu'on met en avant, déjà au C3D, donc on a écrit un bouquin avec ma complice, Céline Puffer-Dijvili, qui s'appelle l'entreprise contributive, qui est le fruit en fait d'une analyse qu'on a faite avec elle depuis des années sur le fait qu'il y a quand même pas mal d'entreprises qui commencent à shifter, qui commencent à sortir du modèle linéaire pour aller vers un modèle d'économie de la fonctionnalité basé sur l'usage. Si vous voulez en savoir plus, lisez le bouquin, ça s'appelle Entreprise contributive, concilier monde des affaires et limites planétaires. Et puis au Shift Project, donc on a publié il n'y a pas longtemps le PTEF, le plan de transformation de l'économie française, qui se vend très bien d'ailleurs aussi, et qui est un guide pour aider les décideurs publics, surtout, pour qu'est-ce qu'il faudrait faire dans l'automobile, dans l'IT, dans le bâtiment, pour véritablement faire en sorte qu'en France, on se mette dans une trajectoire de décarbonation basée sur la science, crédible. En arrêtant de raconter toutes les conneries, la croissance verte, du découpage, tout ça, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Donc, il va falloir qu'on fasse aussi preuve de lucidité sur le fait que on ne pourra pas croître à l'infini avec des ressources qui sont finies en ressources. Tous ceux qui disent ça sont des menteurs. C'est grave de mentir à ses enfants. Donc il faut faire preuve de lucidité. Donc lucidité, ça ne veut pas dire abandon de notre confort matériel, pas du tout, mais ça veut dire faire preuve de courage et de regarder réellement les choses en face et surtout le temps qui nous reste pour agir. Très très peu de temps. Et puis de bon sens aussi j'imagine. Juste un dernier mot. J'avais lu une fois vous déclarer que nous devons modifier les modes de consommation des citoyens et réinventer le narratif du vivre ensemble sans carbone. Donc il va falloir rendre désirable un monde décarboné où on va aller moins vite, on va consommer moins, c'est vrai. Et pour pas que ça apparaisse comme une punition, il va falloir qu'on invente en fait ces nouveaux modèles, ces nouveaux modes de vie où on va aller moins loin en vacances, on va acheter moins de produits électroniques, on va acheter moins. Je vais vous donner l'exemple des fringues. L'industrie textile. En 1991, l'industrie textile globale planétaire, 7,5 milliards de pièces fabriquées dans l'année. 2022, 100 milliards de pièces. Moi, je ne me rappelle pas qu'en 91, je vivais à poil. Franchement. Donc, alors, en ai-je vraiment besoin? Donc, c'est ça la sobriété, en fait. C'est de faire preuve de lucidité. Il y a tout un tas de trucs qu'il va falloir qu'on réduise d'une façon ou d'une autre, tout en essayant de continuer de bien vivre. Et ça, c'est pas impossible. C'est pas impossible. Réfléchissez à tout ça. Eh bien, merci encore, Fabrice, d'avoir été avec nous ce soir. Merci infiniment.
Et donc l'entreprise contributive, donc l'ouvrage, on verra avec Boris comment vous donner les indications pour retrouver cet ouvrage. Allez, on va poursuivre. On remercie encore Fabrice d'avoir été avec nous. Allez, on va enchaîner sur les chiffres de ce top 250. On va revenir évidemment sur certaines démarches RSE et on en parlera pendant notre table ronde. Et pour cela, on va accueillir Jean-Christophe Pernet, associé chez EY, que j'invite à me rejoindre, que l'on peut applaudir. Merci. Jean-Christophe, pour démarrer, juste un mot. Première chose, on ne va pas parler pendant une demi-heure de tous les chiffres. On va les disséminer. On va en donner quelques-uns dans un instant. On en donnera quelques autres pendant la remise des prix. Vous savez, il y a cette remise des prix à la fin et on reviendra sur différents domaines, l'international, sur le SaaS. Enfin, il y a plusieurs chiffres aussi. Mais déjà, nous rappeler comment sont collectées ces données. Stanislas Indicateur qui remercie tout le monde de remplir ces questionnaires. Mais voilà, ce petit rappel est important. Bonsoir à toutes et à tous. Merci beaucoup. Donc effectivement, quelques rappels méthodologiques sur comment en fait est construite cette belle étude. J'en profite pour remercier aussi Numéum pour le joli partenariat que nous avons autour de cette étude. Donc d'abord, c'est un questionnaire qui est diffusé très largement au sein de l'écosystème via Numéum, via EY et via les réseaux sociaux. Et puis qui est complété par ailleurs avec des données publiques. Ça concerne notamment les sociétés cotées où on récupère les informations notamment sur les rapports financiers annuels. Donc ça nous permet d'avoir à peu près 300 répondants dans l'étude, ce qui est une belle performance. Ça nous permet vraiment d'avoir des analyses et puis d'avoir un bon suivi des enjeux du marché. Le classement général qui figure dans l'étude, et c'est pas uniquement un classement général, parce que je rappelle qu'il y a dans l'étude quasiment 50 axes d'analyse sur des sujets qui ont été évoqués, le RSE cette année, mais plein d'autres choses. Il est établi à partir du chiffre d'affaires édition. C'est-à-dire qu'on a dans l'étude quand même un certain nombre d'éditeurs qui ont des modèles un petit peu hybrides, avec notamment un petit peu de services, des solutions tierces. On neutralise le chiffre d'affaires pour vraiment être focalisé sur la génération de chiffre d'affaires autour de l'édition de logiciels. Et puis ce qui est intéressant aussi, c'est, on parlait de RSE cette année, mais c'est qu'il y a un certain focus. On regarde l'influence du conflit russo-ukrainien, on regarde la valorisation des éditeurs aussi. Enfin, il bouge un peu aussi ce baromètre. Oui, on essaie chaque année effectivement de faire évoluer les analyses en fonction de l'actualité économique, internationale, des enjeux des éditeurs. Donc cette année, effectivement, RSE, valorisation des éditeurs, mais il y a plein d'autres choses. Il y a des analyses historiques, notamment autour du SaaS, par exemple. Donc plein de choses à regarder pour vous qui êtes dans la salle. Alors parlons chiffres justement maintenant. Parlons un peu de l'état d'esprit, la tendance. Je disais tout à l'heure, si on se projette aux États-Unis, on rigole pas tant que ça, mais finalement quand on regarde chez nous, on se dit on est assez solide, ça marche plutôt bien, on voit des projets, on parlera des compétences, des effectifs, mais déjà en termes, il y a une accélération aujourd'hui. Oui, je pense qu'il y a deux mots qui résument bien, je pense, l'étude de cette année. C'est une accélération, je dirais effectivement au titre de 2021, et puis de l'ambition au titre de 2022. Pour 2021, ce qu'on voit, avant de rentrer dans le détail des chiffres, c'est une accélération de la croissance. Le taux de croissance sur notre panel est sensiblement supérieur à celui qu'on a connu en 2020. D'ailleurs, à la même date l'année dernière, on sentait un petit peu cette accélération. Quand on sondait les éditeurs, on avait des signaux quand même très positifs sur l'année 2021. Et je parle d'ambition pour l'année 2022, malgré le contexte, mais parce qu'on voit notamment à travers les prévisions d'embauche, les ambitions aussi en matière de croissance externe, en ayant en tête par ailleurs qu'a priori le conflit ukrainien aujourd'hui a un impact assez limité sur l'écosystème. On a vraiment des signaux positifs pour 2022 et là on aura les résultats l'année prochaine pour en parler. Y compris croissance externe, tout ça, oui, voilà. Croissance externe très bien orientée dans les intentions des éditeurs en 2022, largement supérieure à ce qu'on avait l'année dernière. Et donc si on regarde un petit peu plus en détail les chiffres, donc chiffre d'affaires de l'année 2021 qui est en progression de plus de 10% par rapport à l'année dernière, là où en fait en 2020 on était sur une croissance de l'ordre de 9%. Alors c'est un peu en trompe-l'œil parce que finalement quand on regarde la croissance en neutralisant la contribution des 3 principaux éditeurs de l'étude, en réalité on a une accélération qui est beaucoup plus forte. On est plutôt sur du 15%
cette année versus 6% l'année dernière. On a notamment l'impact d'Ubisoft qui est un peu à contre-courant, qui l'année dernière faisait beaucoup de croissance, cette année fait plutôt de la décroissance. Donc en fait, c'est vraiment une révolution, je dirais, dans le secteur, puisqu'on a plus qu'un doublement en fait de la croissance cette année par rapport à l'année dernière, avec notamment une forte contribution des plus petits éditeurs, entre guillemets, moins de 10 millions d'euros. Ces éditeurs-là, sur l'année écoulée, ont connu une croissance de 17%. Donc une rentabilité qui est évidemment plutôt bonne. Voilà, et la rentabilité, effectivement, qui est un point clé, qui se confirme année après année. On a 79% sur l'ensemble du panel des éditeurs qui sont rentables, avec toujours la même logique d'une rentabilité qui augmente en fonction de la taille. C'est logique, les principaux éditeurs ont plus de facilité à absorber les coûts de R&D, les coûts marketing, notamment autour du lancement de nouvelles solutions. Et cet élément, il est clé dans l'écosystème aujourd'hui. On traverse des périodes incertaines. Et on entend notamment de la part des investisseurs que l'EBITDA, la rentabilité, va redevenir vraiment au centre du jeu, là où sur les dernières années, je pense que le focus était vraiment mis sur la croissance du chiffre d'affaires. Un mot, Jean-Christophe, sur les effectifs aussi. Alors, je parlais tout à l'heure de pénurie de compétences, mais voilà, il y a quand même des emplois qui sont créés, et là aussi, ça bouge pas mal. Donc 6800 emplois nets créés sur le panel pour ce qu'on appelle les éditeurs pure players. Donc les petits rappels de méthode, les éditeurs pure players, c'est les éditeurs qui font plus de 75% de leur chiffre d'affaires sur l'activité de logiciel. On introduit cette notion pour vraiment être focalisé sur les effectifs dédiés à l'édition de logiciels, donc plus 6800 cette année. Ça représente à peu près 7% de croissance, assez en ligne avec ce qu'on a connu l'année dernière, malgré l'accélération de la croissance que l'on connaît sur le chiffre d'affaires. Et puis, je parlais tout à l'heure donc d'ambition pour 2022. Ça se voit à travers notamment ces chiffres. On a quasiment 90% des éditeurs qui prévoient de recruter sur l'année 2022, là, qui va bientôt se terminer. De la même manière, quasiment la même proportion qui sont confrontés à des difficultés de recrutement. Donc on voit qu'en 2022, on aura sans doute une année, encore une fois, assez dynamique, mais avec potentiellement quand même certaines tensions sur le recrutement. Oui, toujours je regardais les manques de profils. Alors, ici, tout le monde le sait, hein, des développeurs, des commerciaux et tout ça, évidemment, ça fait moins de monde pour aller sur les projets et ça freine un peu cette croissance. En termes de financement, alors là encore, on parlait d'un climat d'incertitude. Alors, quand on regarde les startups, on voit que les grosses levées de fonds se sont un peu freinées, mais on voit quand même des belles accélérations. Là, on en est où en termes de financement ? Alors, pour 2021, peut-être d'abord 3,3 milliards levés pour l'ensemble du capital investissement autour du logiciel, pas uniquement le capital risque. Donc, c'était une croissance très significative par rapport à 2020. On était plutôt sur un ordre de grandeur de 2 milliards. Sur cette année en cours, il y a quand même beaucoup d'incertitudes sur la fin d'année. On est aux alentours de 2,8 milliards à fin septembre. Donc, on n'aura pas de grosses baisses. On sera probablement sur une légère hausse des levées de fonds, mais clairement pas sur le rythme de croissance qu'on a connu sur les années écoulées. Après, cette performance du capital investissement, on la retrouve dans les leviers de financement des éditeurs. Parce que dans le graphe que vous avez sur la droite, on a la proportion du capital investissement français et étranger qui a quand même sensiblement progressé par rapport à l'année dernière. Et puis, on retrouve aussi, ça c'est historique et structurel dans le secteur, la capacité d'autofinancement qui est très élevée, présente chez quasiment tous les éditeurs. Ça aussi, c'est un point clé. Compte tenu des incertitudes de fin d'année, peut-être l'année prochaine, sur la levée de fonds, la capacité à... Est-ce que c'est un indice de confiance, un peu, quand on voit capacité d'autofinancement, même l'endettement qui reste assez stable, est-ce que ça veut dire qu'il y a une sorte de confiance, quoi, on peut continuer quand on voit des chiffres comme cela? Je dirais confiance, parce qu'en fait, si on combine la capacité à être rentable et donc le fait, la capacité aussi à s'autofinancer, ça permet, le cas échéant, de passer un peu les tempêtes si effectivement les levées de fonds ont tendance à baisser ou, et ça on sait que c'est déjà le cas, les conditions de financement en dette se durcissent. Et puis on vous l'a dit, on a parlé de RSE là rapidement avec Fabrice Bonifay dans cette introduction. Bien là, ce critère était déjà pris en compte, mais là de façon un peu plus forte, cette démarche RSE. Alors là, qu'est-ce qu'on apprend? Voilà, il y a un peu plus d'appropriation, bien entendu.
Oui, je vais essayer d'avoir une note positive sur le sujet. Ce sera pas facile, mais on était effectivement, c'est la première année qu'on introduit cet axe d'analyse dans notre étude, et on était agréablement surpris puisqu'on a 62%, pour être précis, des éditeurs qui ont mis en place une démarche structurée en matière de RSE. Donc c'est plutôt, on va dire, engageant et quand même une bonne nouvelle. Ça montre que les éditeurs ont vraiment identifié cette priorité et préempté le sujet. Plus généralement, c'est plus de 70%, comme c'était dit en introduction, qui ont positionné la RSE comme une priorité numéro 1 dans leur stratégie. Donc ça, c'est vraiment la transformation des éditeurs. Et puis il y a l'IT for Green, donc en fait, les éditeurs pour leurs clients. Et là, c'est aussi je dirais un chiffre assez intéressant, qu'on a plus de la moitié en fait des solutions proposées par les éditeurs qui sont identifiées comme en fait permettant de réduire l'empreinte carbone des clients. Voilà. Et il y a plein d'autres analyses sur le RSE dans l'étude qui sont bien entendu pour récupérer cette disposition. étude. C'est vrai que c'est plutôt encourageant. Voilà, quand on regarde ce panorama, il y a encore beaucoup à faire. Merci Jean-Christophe. On peut applaudir Jean-Christophe d'avoir dépeint en quelques minutes. Jean-Christophe, que l'on retrouvera dans quelques instants pour continuer à nous donner quelques chiffres sur ce top 250 et ce baromètre EY. Et passons à notre table ronde et je vais tout de suite inviter les invités. Donc la table ronde, c'est comment faire de la RSE un accélérateur de croissance. Merci d'accueillir chacun de nos 5 invités que vous voyez à l'écran. Voilà, on peut les applaudir. Alors, prenez les micros. Il doit y avoir un 5e micro qui traîne, le voici. Voilà, il y en a encore un là. Voilà, il y en a deux il y en a deux ici. Tout le monde est là, très bien. Bonsoir à tous les 4 et rebonsoir Gilles qui va. Oui, ça va. Oui, bon, ça va fonctionner. On va évidemment parler de cette RSE, un accélérateur de croissance. Je vous laisse découvrir chacun. Donc, Frédéric de chez EY, Caroline à mes côtés, OVH Cloud, Fabrice sur la stratégie achat de SNCF, et puis Laurence Medioni, directrice RSE transformation d'Ubitransport. Ubitransport, là, peut-être le moins connu parmi les quatre invités. Donc c'est ce qu'on appelle aujourd'hui plutôt une scale-up. Hein. Vous êtes sur la French Tech 120. Vous êtes un éditeur intégrateur de solutions numériques pour gérer et optimiser les réseaux de transport public. Et vous avez 10 ans d'existence. Hein, c'est bien ça. Et à la fois une tech for good et puis une entreprise aussi qui s'est pleinement emparée de la RSE. Et on va justement parler de votre démarche RSE dans un instant. Et puis pour animer cette table ronde, mon compère Gilles, qui sera en tant que CEO de Saswedo, qui a engagé depuis plus de 2 ans cette démarche RSE, et on aura l'occasion d'en reparler, à la fois intervieweur et à la fois qui nous apportera ses commentaires. Hein, Gilles, un mot? Le mot, on va le découvrir, je ne veux pas dévoiler tout ce qui va se dire là, mais le sujet est intéressant puisqu'on a parlé beaucoup de l'empreinte carbone, mais on verra avec nos invités que ce n'est pas que l'empreinte carbone, c'est aussi toute la partie sociétale avec l'inclusion, l'humain. Voilà, c'est la partie économique aussi, puisqu'on va voir que les donneurs d'ordre sont très attentifs à cette partie maintenant, et on va dérouler justement pour aborder ces points. Alors justement, je vais démarrer avec vous, Frédéric Papon de chez EY. Alors il y a quelques grands jalons dans cette étude, mais souvent, et on entend ça alors, dans l'univers numérique, mais dans tout un tas d'autres domaines, on ne sait pas par où commencer en fait. On se dit, bon, je vais prendre des voitures qui vont rouler à l'électrique, je vais essayer d'éteindre les lumières. Enfin voilà, il y a quelques mesures un peu basiques, mais après, trouver les bons indicateurs, comment on fait? Alors, je dirais déjà une chose en introduction, c'est que les résultats qu'on nous a présentés juste avant sur l'attention portée à la RSE, le fait de parler de logiciels qui permettent pour l'utilisateur, le client, de générer une réduction par rapport à une situation de référence, on est vraiment sur les sujets qui sont clés pour à la fois la différenciation et aussi, entre guillemets, je me projette un peu la survie du secteur. C'est-à-dire que le license to operate pour les logiciels, ça va être leur capacité à décarboniser l'économie. Pas uniquement, mais le prendre en compte. Et avoir aujourd'hui ce taux de réponse via l'enquête, et j'ai vu qu'il y avait aussi un autre indicateur qui parlait de 17% des éditeurs de logiciels qui font une quantification de ces bénéfices, ça va dans le bon sens, donc bravo.
Alors, on a conscience qu'aujourd'hui, il y a encore des manques de normes, de labels, de méthodologies pour arriver à définir ces bénéfices carbone. Mais la dynamique est là. Et on en reparlera avec la Commission européenne aussi qui pousse dans ce sens. Donc, c'est une excellente nouvelle. Alors, pour revenir à votre question, par où commencer? Je dirais 3 choses. D'une part, un état des lieux, une photo à l'instant T pour démarrer. Je vais prendre le carbone comme exemple parce qu'il est peut-être plus facile. On parle de bilan carbone. Le bilan carbone, ça veut dire beaucoup de choses. Il faut bien se poser la question du périmètre. Vous avez un bilan carbone qui va être associé à vos activités, qu'on va nommer tertiaires, les activités aussi liées aux achats. Donc vous allez avoir des émissions amont liées aux produits que vous achetez. Et puis, on va avoir les émissions liées à l'utilisation de vos produits et de vos services, les émissions aval. Donc vous allez vous retrouver avec un périmètre à apprécier. Peut-être qu'il faut y aller étape par étape, c'est-à-dire regarder votre périmètre immédiat et puis ensuite procéder à ces périmètres amont et aval où les émissions sont peut-être un peu plus difficiles à apprécier. Mais c'est une bonne base parce que ça vous permet d'avoir une année de référence. Et à partir du moment où vous avez votre année de référence, vous pouvez vous projeter et vous doter là d'une ambition. On reviendra aussi, c'est quoi une ambition? Une ambition de réduction. Et sur quelle base, sur quelle norme, sur quel référentiel je dois partir? On a un référentiel qui s'est imposé depuis plusieurs années qui s'appelle le SBTI, excusez-moi l'anglicisme, mais le Science Based Target, qui est une initiative, on peut dire, de l'industrie, qui s'impose aujourd'hui. Et si on prend un peu de recul, aujourd'hui, on a pratiquement 2000 entreprises qui se sont dotées d'un objectif ambitieux aligné sur le SBTI, qui veut dire aligné sur les accords de Paris. Tout à l'heure, on entendait les 1,5 degrés, les 2 degrés. On n'a pas parlé du net zéro, mais on est sur des ambitions très très forte de réduction. Et si on prend le secteur des logiciels, vous avez grosso modo aujourd'hui une centaine d'entreprises, 97, qui se sont dotées d'un objectif globalement. Et sur ces 97, il y en a 45 qui sont en Europe. Donc à nouveau, excellente dynamique. Alors c'est 5% du total des entreprises qui sont dotées d'objectifs ambitieux alignés sur les accords de Paris, mais c'est déjà quelque chose. Donc c'est un référentiel que vous pouvez considérer pour vous doter d'une ambition de réduction. Et puis l'autre aspect de votre démarche, c'est communiquer. On a parlé tout à l'heure des salariés qui ont de plus en plus d'attentes à la fois sur l'exemplarité de l'entreprise pour laquelle ils travaillent et puis la vision. Exemplarité et puis donner une direction, donner une vision. Donc communiquer en interne pour expliquer la démarche et puis aussi évidemment communiquer en externe pour pouvoir ou répondre aux attentes si vous avez des clients qui sont déjà en train de vous poser des questions sur l'empreinte carbone de vos produits ou services, ou anticiper les questions de vos clients qui arriveront certainement dans les années à venir pour pouvoir être en mesure de répondre dans le cas d'un appel d'offres, dans le cas d'une consultation, en apportant les éléments de votre démarche. Donc voilà, je dirais votre empreinte, point de départ qui soit suffisamment clair et ambitieux en termes de périmètre, un niveau d'ambition qui doit, dans la mesure du possible, aller vers un alignement vers les accords de Paris, et puis cette communication pour donner de la visibilité à la démarche, et puis aussi apporter un peu de positionnement en interne. Vous allez avoir des salariés qui vont être motivés naturellement pour aller vers ces démarches, et il faut leur donner aussi un rôle qui peut être, on a des initiatives comme la fresque du climat, qui est une initiative qui permet de faire vraiment monter en compétences collectivement, avec différents niveaux dans la hiérarchie, un ensemble d'employés, sur ces questions, mais le voir ensemble et expérimenter et créer l'émotion ensemble. Et ça soude et ça permet aussi de faire bouger les lignes sur ces sujets. Et puis bien entendu, alors on ne peut pas le faire tout seul, voilà, qu'on soit client, fournisseur, il faut qu'il y ait vraiment à la fois ce partage d'informations, ce lien entre les uns et les autres. Et on a la chance d'avoir avec nous Fabrice Morel, donc de la stratégie achat à SNCF. Et vous avez décliné votre feuille de route RSE dans vos appels d'offres. C'est vraiment ça. Et alors, indiquez-nous un peu en quelques mots comment vous déclinez ça et justement comment vous arrivez aussi à acculturer quelque part vos partenaires, vos fournisseurs à travailler sur cette démarche. Alors nous à la SNCF, on a une feuille de route RSE qu'on décline effectivement sur on a 13 milliards à peu près d'achats annuels, dont un petit milliard autour du secteur du SI, de l'IT, des télécoms.
et nos 3 piliers qui sont d'égale importance, il y a bien la décarbonation dont on a déjà beaucoup parlé, donc la décarbonation de la supply chain. Il y a tout ce qui tourne autour de la vigilance, c'est-à-dire s'assurer que les fournisseurs avec lesquels on travaille et leurs sous-traitants respectent bien l'ensemble des législations en vigueur. C'est une dimension qui est extrêmement importante. Et puis, la partie... excusez-moi. Et la partie ancrage territorial, c'est-à-dire travailler avec des PME, des entreprises du secteur social et solidaire. Parce qu'on est une entreprise, évidemment, citoyenne au sein de la France. Alors, pour avancer sur ces valeurs-là, depuis maintenant plusieurs années, on a pris le parti d'utiliser en fait la contrainte, puisque nous, on est en commande publique, on est un donneur d'ordre public, on a pris le parti d'utiliser la contrainte des notations d'appel d'offres pour isoler la RSE au sein de nos notations d'appel d'offres. Donc, à côté du technique et du financier, on réserve systématiquement 20% de la notation à des critères RSE de tout type, ce qui nous permet d'abord d'être certain que les dimensions RSE sont prises en compte dans l'objet du marché, mais en plus, c'est un puissant vecteur de changement culturel à l'intérieur de l'entreprise, puisque ça oblige les populations achats et les donneurs d'ordre en interne à réfléchir ensemble sur ces sujets-là et comment mettre en place des critères RSE différenciants à l'intérieur d'une consultation. Et sur les 13 milliards, vous avez réussi à avoir Alors, aujourd'hui, identifier ces 20%. En fait, ça se fait au fur et à mesure des renouvellements. Donc aujourd'hui, on est à peu près à 50% de notre dépense annuelle qui est sous cette notation à 50%. À 20%, pardon. L'objectif est bien d'aller à 100% d'ici quelques années. Alors concrètement, ces critères, qu'est-ce que ça peut vouloir dire pour le secteur du logiciel? On prend un nombre de critères limités, qui n'exclura aucun des soumissionnaires, évidemment. On prend un nombre de critères limités de manière à avoir des critères qui soient différenciants et qui soient solides. Et après, on travaille entre acheteurs et donneurs d'ordre et ça peut couvrir n'importe quel aspect, le carbone, le social, l'inclusion, l'économie circulaire, la performance énergétique, l'éco-conception. Ça dépend vraiment. L'important, c'est que les critères soient liés à l'objet du marché, donc à un besoin fonctionnel qu'on a écrit, et qui soient mesurables au moment de la consultation et au moment de l'exécution, tout au long de la durée de l'exécution du marché. Et Fabrice, ce qui est important là aussi, c'est que ça rentre vous anticipez un peu le cadre législatif, parce que tout ce que vous dites là, ça va finir par arriver. Alors en fait, oui, on n'avait pas forcément fait exprès, mais la loi climat et résilience de l'année dernière impose maintenant à tout acheteur public d'inclure au moins un facteur environnemental ou sociétal dans ces consultations. Donc nous, on est déjà assez au-delà de cette exigence. Et ça veut dire en interne, c'est les clients internes, les donneurs d'ordre, la DSI, on en parlait là. Tout absolument, absolument. Et c'est une acculturation des acheteurs, des DSI constante sur l'ensemble de ces sujets, avec des formations à sa responsable pour l'ensemble des membres de la filière achat. On fait aussi, Frédéric en a parlé, des fresques du climat, parce que c'est vrai que c'est un outil extrêmement puissant pour sensibiliser tout le monde sur ces sujets-là. Et on fait des réunions également sectorielles en fonction de certaines familles d'achat. On a récemment fait, le mois dernier, une grande réunion interne spécifiquement sur le numérique responsable pour acculturer l'ensemble des parties prenantes sur ce sujet. Et justement... Je voulais revenir dessus parce que je peux témoigner, la SNCF est un de mes gros clients, donc je témoigne les 20%. Et je peux vous dire que pendant les soutenances, c'est aussi ardu que sur la partie technique, que sur la partie financière. Il faut montrer patte blanche. Et justement, la question que je voulais poser, Fabrice, c'est, et notamment pour tous mes confrères ici, quel apport pour un grand donneur d'ordre comme la SNCF peut avoir un éditeur de logiciel qui va chercher des labellisations 26 000, 20 400 comme les achats responsables, une note EcoVadis. C'est un vrai boulot parce que je l'ai fait et ça a duré plus d'1 an et je peux vous dire que c'est un investissement de temps et financier
pour obtenir ces labels, mais qu'est-ce que ça peut apporter pour pouvoir avoir une bonne note sur ces 20% sur un groupe comme la SNCF? Alors Gilles connaît la réponse à cette question. C'est une consultation pour un marché à la SNCF ou chez n'importe quel donneur d'ordre public. C'est pas un concours de beauté. Donc, si on vient avec un beau label, un super bilan carbone, une notation Platinum EcoVadis, c'est très bien, mais c'est pas ça qu'on va nécessairement chercher. C'est absolument pas une garantie de gagner le marché ou de battre ses concurrents sur les autres dimensions. Ces labellisations, ces évaluations, elles sont importantes. Elles font partie du paysage de la RSE. Nous-mêmes, SNCF, on s'y soumet. On est labellisé achat responsable, relations fournisseurs, achat responsable. On est évalué par EcoVadis, par Moody's, par le Carbon Disclosure Project, et j'en oublie, parce que des clients B2B ou des banques nous demandent de fournir ces éléments-là. Et ils font partie de notre déclaration de performance extra-financière. Voilà. Donc ça, c'est des points importants. Et il y a une vertu dans la gymnastique qui consiste à faire le travail de formalisation de ces objectifs et de ces actions pour être dans les clous de ces labellisations et de ces évaluations. Mais dans le cadre de l'obtention de la compétition pour un marché, ça ne saurait suffire, ça ne peut pas se substituer à des données spécifiques à l'objet du marché. Juste un mot justement en termes de retour d'expérience par rapport aux éditeurs de logiciels qui sont présents dans la salle, dans le cadre des notations RSE que vous avez déjà effectuées. Là, qu'est-ce que vous avez à nous commenter? Le point sur lequel je voudrais insister ce soir sur ce point-là spécifique, ce qui est super important pour nous dans le cadre de ces exercices, c'est la transparence. Si on commence à invoquer le secret des affaires pour pas nous donner des données techniques ou des choses comme ça, on va avoir un red flag tout de suite. Ça va nous alerter sur le fait que le soumissionnaire ne maîtrise pas forcément aussi bien que ça les éléments, par exemple de ses émissions carbone ou les paramètres de l'hébergement de son logiciel en mode SaaS. Donc vraiment la transparence et la lisibilité des données et encore une fois l'adaptation des données aux besoins du marché, c'est-à-dire un bilan carbone global d'un éditeur, ça m'intéresse pas. Le bilan carbone ramené à la consultation que je mène pour le produit, le service ou le référencement dans lequel je suis engagé, c'est ça dont j'ai besoin. Et évidemment, on ne peut pas toujours prévoir les volumes et les consommations qui vont avoir lieu dans la vie d'un marché, mais nous donner des unités d'œuvre sur une journée standard d'utilisation d'un logiciel ou n'importe quelle autre métrique comme ça qui permet de nous faire une idée et de comparer avec un autre soumissionnaire, c'est ce genre de choses dont on a besoin. Et évidemment, d'autres notions qui ont déjà été évoquées par des intervenants avant moi, le juste besoin, l'accessibilité des produits, les modalités d'hébergement et l'éco-conception. Voilà. Et au même titre, pour mes confrères, au même titre que lorsqu'on va chercher une labellisation, on s'inscrit dans un schéma de progrès. On parle d'une situation X, il n'y a pas de bonne situation au départ, on a la situation de départ. On s'engage à une amélioration de ces éléments. Au même titre, lorsqu'on signe avec des grands groupes comme la SNCF, il y a les 20% qui sont notés au départ avec une situation, mais ce n'est pas parce qu'on a donné une bonne image que ça doit s'arrêter. C'est-à-dire que dans les contrats, ça suit un peu ce principe de labellisation, c'est qu'on s'engage aussi dans le temps à s'améliorer, à faire mieux à chaque fois. Donc, vraiment, la démarche RSE, si on veut qu'elle soit structurée, il faut qu'elle se mette dans le temps et pas simplement une image à un temps zéro. Et de toute façon, on compte également sur nos partenaires fournisseurs pour nous aider, nous aussi, à progresser dans la connaissance et dans le fonctionnement sur toutes ces dimensions. On n'a pas la science infuse. Alors justement, au niveau des partenaires, question pour vous, Caroline, chez OVH Cloud. Comment vous percevez justement l'attente en matière de RSE chez les éditeurs de logiciels avec qui vous travaillez notamment? Donc l'attente, on la sent grandissante.
au fur et à mesure des années, on voit que le sujet est plus important. On est peut-être on sent qu'on franchit un cap sur cette démarche. Maintenant, on voit aussi qu'elle est pas encore mature. Il y a certains grands intégrateurs qui ont bien avancé et qui ont mis en œuvre des méthodologies et des outils pour communiquer. On sent qu'il y a encore du chemin à faire sur la partie éditeur, et c'est aussi notre responsabilité en tant qu'hébergeur d'accompagner les éditeurs. Alors de deux façons. Quand ils s'appuient sur des plateformes sur nos infrastructures, c'est déjà de leur apporter la solution la plus efficace d'un point de vue impact carbone, impact environnemental. On parlera d'autres indicateurs importants. Mais après, de donner de la visibilité aussi aux éditeurs SaaS sur la consommation qu'ils vont avoir pour qu'ils puissent restituer la consommation de bout en bout aux donneurs d'ordre. Et les donneurs d'ordre, on vient de le voir, sont de plus en plus exigeants. Donc forcément, ça oblige à se situer dans une démarche de progrès. Et alors, ça se traduit comment chez vous? Alors, c'est vrai qu'on a vu fondateur d'OVH Cloud, Octave Klaba, qui en a fait aussi l'un de ses leitmotifs. Depuis le début, il parlait toujours des serveurs qui consomment moins d'énergie, le recyclage, ça l'a toujours travaillé. Donc aujourd'hui, comment votre démarche RSE, voilà, s'il fallait nous donner rapidement quelques points. Alors, pour expliquer, déjà, on a dû faire un énorme effort au moment de notre introduction en bourse il y a un peu plus d'un an maintenant. Donc là, ça oblige parce que finalement, dans la valorisation d'une entreprise, on voit que c'est un critère important. Et donc, les analystes nous ont challengés sur le sujet. Et c'est à ce moment-là qu'on s'est rendu compte, d'ailleurs, que notre modèle était très vertueux sur le marché puisqu'on a été comparé à d'autres acteurs du domaine. Alors, pourquoi on est vertueux, en fait? Et c'est vrai que c'est dans l'ADN d'OVH Cloud. On a parlé tout à l'heure de sobriété, mais nous, on parle aussi de frugalité. C'est-à-dire, dès le départ, OVH Cloud a été conçu de manière à optimiser, en fait, l'ensemble de ses coûts. Et à un moment, optimiser ses coûts, c'est aussi optimiser son empreinte sur l'environnement. Pour cela, on construit nous-mêmes nos serveurs. On a 2 usines, une dans le nord de la France et une au Canada pour couvrir le continent américain. Ça nous permet d'avoir notre propre technologie de cooling. Et on fait du water cooling, c'est-à-dire qu'on fait circuler de l'eau en circuit fermé. Donc ça a un double intérêt. Ça permet de ne pas avoir d'air conditionné dans nos data centers et ça permet aussi d'avoir une eau en circuit fermé. Donc on mesure aujourd'hui à travers un indicateur qu'on appelle le PUE, l'efficacité dans l'usage de l'électricité. Et on a un très très bon PUE entre 1,1 et 1,3 suivant les data centers, mais aussi l'efficacité dans l'usage de l'eau. Et on a vu cet été, au moment où il y avait les périodes de canicule aux Pays-Bas, ils étaient en difficulté parce que finalement, les cloud providers utilisaient des quantités gigantesques d'eau. Et donc là-dessus, notre modèle en circuit fermé nous permet d'utiliser 10 fois moins d'eau qu'un fournisseur, qu'une solution traditionnelle de refroidissement. Donc ça, c'est toute la partie refroidissement et optimisation de l'usage donc de l'électricité. Au-delà de ça, le fait de construire nos propres serveurs nous permet de leur donner une 2e, une 3e et même une 4e vie. Et on a plusieurs gammes pour cela, puisqu'on sait qu'aujourd'hui, il y a toujours une course à la puissance, mais il y a des besoins plus grand public, d'entreprises qui n'ont pas toujours ce besoin de puissance. Et on recycle nos serveurs dans notre usine de Croix. Et de cette façon-là, on fait durer au maximum chaque pièce de notre chaîne. Pour nous, c'est vraiment un sujet d'innovation aussi. On a des brevets pour cela et on continue en permanence à innover. On a communiqué récemment sur tout ce qui est immersion cooling. Donc, par rapport à ça, on a pris des engagements sur la neutralité carbone, le net zéro carbone. Donc, on parlait aujourd'hui, le fonctionnement d'un serveur, c'est pas forcément ce qui prend le plus d'énergie, mais toute la partie amont de construction du serveur, c'est 70% de l'empreinte carbone. La construction des data centers, ça aussi, c'est un impact carbone très important. Donc, on réutilise des bâtiments industriels pour implanter nos nouveaux data centers. Le recours à énergie peu carbonée. Puis on reviendra dans un instant aussi sur toute la politique de formation au niveau de l'engagement des collaborateurs. Justement, comment vous accompagnez les éditeurs en matière de RSE, justement? Donc là-dessus, déjà, voilà, c'est en leur apportant ça. On peut leur donner aujourd'hui à la demande une visibilité sur l'empreinte carbone qu'ils ont. Notre objectif en 2023, c'est de donner une calculette carbone qui sera disponible dans l'espace client et qui leur permettra, en fonction de leur consommation d'infrastructures chez nous, de mesurer l'empreinte carbone qu'ils utilisent. Et comme ça, ils pourront constituer avec leur propre usage, la partie applicative, l'empreinte globale de leur solution. Et puis on rappelle que toute cette politique, c'est pas juste les nouveaux data centers, c'est l'ensemble des data centers. Tout à fait, c'est historique. Une trentaine, enfin un peu plus d'une trentaine. Oui, on a 33 et une quinzaine à venir. À travers le monde. Et on va revenir dans un instant sur la politique aussi de diversification, enfin tout l'aspect RSE aussi en termes de collaborateurs chez OVH Cloud.
Pardon. Laurence Medioni, vous, ces démarches RSE dans les appels d'offres, vous la constatez évidemment comme tout le monde, mais sous quelle forme un peu, comment vous interprétez ça sur ce que vous rencontrez? Alors oui, effectivement, il y a quelques années, en fait, on ne voyait quasiment pas de clause RSE dans les appels d'offres publics que l'on évaluait, nous, au niveau de la mobilité. Et effectivement, depuis maintenant 2-3 ans, on voit ces clauses augmenter et à notre niveau, on estime qu'il y a environ 30% des appels d'offres qui sont constitués de clauses RSE, avec en plus une norme qui va obliger à avoir ces clauses de manière beaucoup plus régulière à partir de 2025. Et pour rebondir sur ce que vous disiez, Fabrice, nous, on a étudié justement l'appel d'offres un appel d'offres SNCF qui était sorti récemment. Et effectivement, on a pris conscience de l'importance de la préqualification de certains fournisseurs en fonction de la note RSE. Fabrice, vous voulez réagir? Je ne sais pas où Gilles avait. Super. En revanche, pour commenter, dans ce qui est demandé, parfois, il y a beaucoup de demandes de clauses sur la base de normes. Par exemple, la norme écologique ISO 14001. Or, quand on est éditeur, quand on n'est pas un grand compte, quand on n'est pas coté, quand on n'est que dans une démarche volontaire, on n'a pas forcément choisi cette norme-là pour avancer pour nous-mêmes. Donc, à un moment, c'est aussi important de faire l'évaluation entre ce qui est bien pour l'entreprise et comment elle doit avancer, ce qui est demandé potentiellement par rapport à vos donneurs d'ordre pour effectuer des bons choix. Gilles, non, pas de questions, pas de remarques supplémentaires? Micro. Pardon, comment la démarche RSE a été mise en place chez UBI Transport? Alors chez nous, c'était une démarche complètement volontaire. Donc au départ, c'était des initiatives issues de collaboratrices et collaborateurs, excusez-moi. Et puis très rapidement, on a senti le besoin de cadrer la démarche, de lui donner un cap et des objectifs plus clairs pour être, on va dire, plus pertinent dans les impacts que l'on pourrait avoir à différents niveaux. Donc on a construit une première feuille de route en 2018 et là nous en sommes à la deuxième qui a été mise en place à partir de 2021 et qui a été réfléchie autour de 5 enjeux qui constituent du coup 5 axes de travail et de progrès pour nous. Ces 5 enjeux, il y en a un en interne, c'est la gouvernance et la transformation. On a parlé beaucoup de transformation en début de cette séance. Et effectivement, quand on est un éditeur, souvent on vit des années d'hypercroissance, donc c'est extraordinaire pour le développement de l'entreprise. C'est très compliqué en interne à vivre. Donc comment on structure, comment on change les process, comment on accueille des cultures différentes, d'entreprises différentes dans notre politique d'acquisition, c'est tout ça qu'on est obligé de réfléchir. Et donc en parallèle, on a allé choisir 4 enjeux externes qui viennent, on va dire, en répercussion chez nous. Le premier, c'est ce qu'on appelle, nous, climat, numérique, environnement. On a parlé 4% d'émissions de CO2 liées au numérique. La trajectoire, c'est plutôt à 7% dans les prochaines années. Et donc, comment nous, on contribue pour réduire notre propre impact carbone. Le deuxième axe, c'est tout ce qui est finance responsable. 2022, c'est une année en pleine ébullition pour les banquiers, pour les investisseurs. On a parlé de prochaines réglementations qui vont tomber. Et donc, comment eux doivent s'y retrouver, c'est pas toujours facile pour eux. Et donc, nous, derrière, en effet rebond, comment nous, on doit se préparer pour proposer des KPI adaptés à leurs attentes. Le troisième enjeu, en externe, c'est tout ce qui est accessibilité sociale. Que ce soit en interne, chez nous, auprès de nos collaborateurs, collaboratrices, comment améliorer la qualité de vie au travail, comment proposer une manière de revenir aussi au travail après quelques années Covid. Et puis, c'est aussi l'externe. L'externe, c'est comment j'assure l'accessibilité de mes solutions en termes d'interface pour différents acteurs, parfois en situation aussi de handicap. Comment j'assure aussi sur mon secteur d'activité, en l'occurrence, nous, c'est la mobilité, une mobilité plus fluide, plus durable. Et puis enfin, le dernier enjeu, nous, on l'a vraiment positionné en fonction de notre secteur d'activité, donc territoire et mobilité. Nos clients sont les premiers impactés par tous les enjeux de transition écologique et énergétique. Et donc, nous, on se pose la question de comment on peut les accompagner sur ce sujet. Et donc, au total, depuis 2021, c'est environ une trentaine d'actions, donc très variées, qui peuvent allier de la sensibilisation des enjeux en interne à des réflexions d'éco-conception, de numérique responsable, jusqu'à travailler avec des acteurs locaux, parce qu'on veut vraiment aussi être un acteur qui compte sur notre territoire. On vient de Mâcon au départ, et on travaille avec les acteurs du territoire pour redynamiser aussi des villes de taille médiane et faire en sorte qu'il y ait
voilà, des nouvelles sociétés, des startups qui aussi émergent dans des territoires qui ne sont pas forcément propices au départ à leur éclosion et sortir un peu des grandes métropoles qui existent aussi en France. C'est ce qu'on commence à voir un peu dans le domaine de. Je vois ça dans le domaine. Je pensais à Ledger qui s'est installé aussi en région, dans le domaine NFT. On a vu ça aussi dans le domaine de la robotique. Juste, quand je revois le titre aussi, RSE, un accélérateur de croissance, évidemment un engagement fort de la part des collaborateurs. C'est la politique de formation. Si je peux me permettre, il y a un truc qui m'intéresse dans ce qu'a dit Laurence. Si tu peux nous dire sur ces 5 enjeux majeurs et cette feuille de route 2021, donc qui suit celle de 2018, concrètement. Comment chez Ubisoft vous avez formalisé ça? Et attention au temps. Ubitransport. On nous confond beaucoup entre Ubitransport et Ubisoft, mais nous c'est Ubitransport. C'est moins ludique. Ubitransport. Quelle croissance. Comment on a mis en place comment on a réussi à avancer, tu veux dire là-dessus? Ouais. Alors concrètement, c'est très simple. On a changé de braquet entre 2018 et 2021. En 2018, on était très motivés. On s'est dit, on va monter un comité RSE. Il y avait une personne dédiée de chaque direction, parité homme-femme, tout niveau, manager, équipe, pour définir la feuille de route. Et on l'a vraiment écrit ensemble, avec le soutien d'un prestataire externe et aussi grâce à une subvention de la région. Fort est de constater qu'avec l'hypercroissance, on a des collaboratrices très motivés, mais aussi très surchargés. Et donc en 2021, quand on a réécrit la suite de notre feuille de route, j'ai proposé d'arrêter ce comité qui avait du mal à tenir dans le temps. Et en fait, j'ai plutôt travaillé dans le cadre d'un dialogue de parties prenantes. Je suis allée voir les investisseurs, je suis allée voir nos collaborateurs, je suis allée voir des clients, je les ai écoutés et j'ai construit moi-même la feuille de route. Et ensuite, je l'ai repartagée. Et du coup, on a gagné du temps parce que j'ai moins sollicité personne, mais comme je les avais entendus, j'espérais être en capacité de retranscrire ce qu'ils m'avaient remonté. Merci Laurence. Alors je reviens sur ma question, justement sur l'engagement fort des collaborateurs chez OVH Cloud. C'est de la formation, c'est de la diversification. Il fallait expliquer-nous en quelques mots, Caroline. Alors la formation, bien sûr, oui. Il y en a, comme dans toute entreprise. Tout à l'heure, j'ai pas trop insisté sur l'engagement sociétal, mais c'est vrai qu'en ayant nos usines et notre usine à Croix avec notre centre de R&D dans le nord de la France, on reconvertit des gens aussi qui n'ont pas d'emploi et qu'on accompagne pour qu'ils puissent intervenir dans cette usine, dans nos data centers. Si on parle aussi on a parlé de l'engagement des salariés, on a pas mal de jeunes, on recrute beaucoup, une centaine de personnes par mois, et le fait il y a une très très forte sensibilité, vous le savez, des jeunes à ces sujets-là, et ils viennent aussi pour un projet d'entreprise, pour des valeurs, et donc la partie environnementale, sociétale, c'est quelque chose d'important, et c'est quelque chose aussi qui fait qu'on est attractif pour ces jeunes. Frédéric, pour conclure, on a eu, c'était le Parlement européen qui a sorti une nouvelle directive, c'était ça qui renforce les obligations pour les entreprises européennes, donc en matière de publication d'informations, alors non financières, mais liées à tout ce qui est RSE. Qu'est-ce qui va changer? Qui devra s'y conformer? Est-ce que ça ne peut pas freiner l'innovation quelque part? Enfin, voilà. Comment s'y engager sans se retrouver sous des contraintes un peu fortes? Alors, il faut garder en tête que ce que la Commission européenne est en train de faire, c'est très, très ambitieux. On pourrait, en prenant un peu de recul, se dire il y a différentes querelles de chapelle entre les Américains et les Européens sur ce que les entreprises doivent communiquer en termes de données non financières. Pour faire très simple, il y a eu un projet de directive qui s'appelle la CSRD, qui est, on va dire, la continuité d'une directive existante, la NFRD, Non-Financial Reporting Directive, la CSRD, qui pointe le bout de son nez. En début d'été, on avait environ 130, 140 informations obligatoires à communiquer pour les entreprises cotées à partir de 2024. Il y a eu une grosse consultation cet été impliquant les entreprises, un certain nombre de parties prenantes, et on arrive à environ 80 en termes d'informations donc sur le social, sur l'environnement, sur la gouvernance. Si on prend un peu de recul et on regarde votre secteur, évidemment, l'enjeu énergie, carbone, économie circulaire, ça va être les sujets sur lesquels on vous attendra. Donc il va falloir faire un peu le tri dans ces informations.
le périmètre d'application, c'est les entreprises cotées à partir de 2024, et puis on va progressivement 2026. PME, voilà, on va attaquer les PME, avec aussi la possibilité d'avoir, on va dire, une durée de 3 ans pour vraiment intégrer cette nouvelle réglementation. Mais juste pour dire que la Commission pousse pour plus de transparence, plus de cohérence et plus de pertinence sur ces informations ESG ou RSE que les entreprises vont devoir publier. Donc il faut s'y préparer. Ça va, je pense, dans le bon sens. Je pense que ça va aussi permettre, vous parliez d'innovation, aussi de valoriser pour un certain nombre de produits ces bénéfices environnementaux, ces co-bénéfices environnementaux et sociaux. En revanche, il faut s'y préparer et appliquer, on en parlait tout à l'heure, les normes, les méthodes qui permettent d'avoir des choses robustes et opposables. L'autre élément à garder en tête, c'est la taxonomie verte. Donc, taxonomie verte européenne, ça vient du Green Deal européen, qui a une vocation très intéressante et une logique qui est de flécher des activités identifiées comme vertes par le régulateur européen pour allouer, à travers les investisseurs, les banques, les capitaux vers ces activités. Donc tout ça, ça va toujours dans le même sens. Et si on regarde la liste des activités vertes qui ont été publiées, donc c'est une réglementation qui a maintenant 1 année de mise en œuvre, les entreprises cotées, pour l'instant, sont tenues de publier leur chiffre d'affaires vert, leur CAPEX et leur OPEX vert au regard de cette liste d'activités. Et on a 2 activités sur le numérique, que je dirais pour faire simple, le Green IT, donc verdir les infrastructures existantes, notamment les data centers, et puis la partie qu'on appelle en anglais enabling, c'est-à-dire la contribution des solutions digitales numériques, des logiciels, IT for Green, voilà, à la décarbonisation de l'économie au sens large. On est sur un sujet qui est plus complexe, évidemment, et vous êtes déjà en train d'expérimenter ces calculs, mais en revanche, ça va vraiment dans le bon sens parce que ça veut dire que la Commission a aussi reconnu la contribution indirecte du numérique et du digital à la décarbonisation de l'économie européenne, qui a des ambitions très, très importantes de réduction des émissions. Donc ça, c'est aussi à garder en tête. Taxonomie verte vous aide et reconnaît les bénéfices de vos produits et services. Donc une bonne nouvelle. Merci Frédéric. Il nous reste à vous remercier tous les 4, tous les 5, avec Gilles d'être venu nous témoigner. Voilà, je vous laisse regagner vos... Voilà pour ces témoignages et tous ces éclairages sur ces démarches RSE. Il est temps de passer maintenant à la remise des prix. Vous savez, on a 5 trophées à remettre ce soir sur software de service, l'innovation, les jeux vidéo. Il y a le prix du jury. J'en oublie un, mais je ne vais pas l'oublier en vous le présentant ce soir. Mais en tout cas, pour m'accompagner pour cette remise de prix, merci d'accueillir Jean-Christophe Pernet qui va venir nous donner encore quelques indications. Jean-Christophe, voilà, il y a un micro, oui, qui est sur là. Oui, il y a un micro. Voilà, alors avant de passer à la remise des prix, on va applaudir aussi le jury. Je vais vous les présenter là. Voilà, Christophe Bottero d'Orange Business Service, Vanessa Choctaud de Capos, Antoine Crochet-Damé du Journal du Net, Florian Debès des Échos, Anne Devoissou du Syndicat National des Jeux Vidéo, Philippe Devos de l'EPITA, Romain Dudognon de BPI France, Frédéric Camus de CCLS, Clément Lepère de Business France, Stéphane Parcheminal de Capgemini Engineering et Étienne Portet de Madines. Voilà, on peut encore les applaudir d'avoir pris le temps du temps et de l'énergie pour sélectionner, parce que vous allez voir, la sélection parfois n'était pas forcément facile. Alors on va démarrer par le premier prix, qui est le prix Software as a Service, et pour illustrer un peu ce marché, pour revenir un peu sur cette étude, ce baromètre EY, c'est l'occasion de revenir sur ce marché du Software as a Service qui, alors sans surprise, croît évidemment, Jean-Christophe. Oui, on ne présente plus le SaaS. Croissance de 2 à 3 points par an depuis très longtemps. On suit attentivement cette donnée depuis la création du panorama. On atteint 45% cette année, donc on passera, j'espère, la barre des 50 l'année prochaine. Cette croissance, elle s'explique aujourd'hui et puis dans le futur à travers le choix des éditeurs de vraiment prioriser le modèle abonnement dans le mode de contractualisation avec les clients. Ça, c'est un point clé. Et on voit aussi par ailleurs, quand on pose la question aux éditeurs sur les priorités technologiques, que le SaaS et le cloud ressort clairement et très, très largement en numéro 1.
Et puis le SaaS, c'est aussi on évoquait tout à l'heure les valorisations d'entreprise. Chiffre d'affaires récurrent. Voilà, exactement. En dehors de l'EBITDA, le chiffre d'affaires récurrent, ça reste quand même dans le moteur de l'évaluation des éditeurs. Donc, c'est quand même une donnée qui est importante. Merci Jean-Christophe. On a regardé ça. Enfin, le jury a regardé ça sur cette catégorie. Alors, pour remettre ce prix, j'invite Ludovic Le Texier de CCLS à nous rejoindre sur scène. Voilà, on peut l'applaudir, Ludovic, avec un micro. Hop. Ludovic, bienvenue. Donc CCLS, le prix Software as a Service, alors bien sûr CCLS, alors et l'autre partenaire, SF Consulting. C'est évidemment votre credo aujourd'hui sur le. En fait, sur CCLS, on est filiale du Crédit Mutuel et on est partenaire de Numom depuis plus de 10 ans aujourd'hui. Donc on intervient en collaboration. Prenez l'enveloppe, alors on va vous donner l'enveloppe. Merci. On intervient du coup avec SF Consulting pour financer les solutions d'éditeurs. Alors SaaS et non SaaS également. Sur une approche plutôt leasing et portée plutôt sur les clients finaux de ces apporteurs-là. Donc on les accompagne maintenant depuis effectivement une petite dizaine d'années. Ouais. Par rapport aux chiffres à présenter à Jean-Christophe, surprise ou non, on est vraiment dans cette tendance, et puis peut-être en regardant, en élargissant les frontières, est-ce qu'on est plutôt bon en France dans ce domaine? Oui et non, mais moi je serais plus sur le prisme leasing, ce secteur que l'on connaît bien. Effectivement, donc le financement, on va dire, en mode on-premise reste majoritaire sur nos activités, sur nos métiers leasing. Maintenant, on a quand même pas mal de beaux succès aussi et de belles réussites avec des éditeurs SaaS. Alors, je pense à du BLG, du Supervisor, Canea, avec lesquels on a développé effectivement ces sources de solutions en SaaS. L'idée, rapidement, sur ces sources de solutions, en fait, c'est d'apporter pas une alternative, mais de proposer une offre de financement un peu différente aux levées de fonds traditionnelles en fait, que peuvent connaître les éditeurs SaaS et non SaaS, et d'apporter quelque chose plutôt sur le bas de bilan, sur le financement de l'exploitation. Marché mature en plus, donc on arrive à avancer assez rapidement et on comprend des chiffres de croissance. Alors Ludovic, on va passer au lauréat donc de ce prix SaaS. Alors je rappelle, il y avait 4 nominés: Esker, Lucas, SiteTrade, Skippers, donc je pense que vous les connaissez tous dans ce domaine du SaaS, et on va découvrir le vainqueur nommé par le jury. Ludovic. Pour 2022, le vainqueur est Skippers. Alors on peut applaudir Skippers, et j'appelle Stéphane Weiss et Thierry Aubert à venir nous rejoindre sur scène. Voilà, on peut les applaudir, ils arrivent, on va leur donner un micro chacun. Hop. Stéphane, voilà. Bonsoir, on va vous donner un micro. On va vous donner, bonsoir, on va vous donner votre trophée dans un instant. Donc Stéphane est à gauche pour vous, voilà, Stéphane Weiss, donc Chief Financial Officer, et Thierry Aubert qui est Chief Product Officer. Alors Skippers, connu pour sa plateforme d'avis vérifié qui a révolutionné l'e-commerce avec une activité diversifiée, mettant l'IA au cœur de l'offre. Voilà, je lis la définition, mais il faut nous en dire plus. Peut-être en démarrant par Thierry. Dès l'origine, Skippers, racontez-nous un peu comment est née l'idée. Skippers, c'est pour le grand public est connu en France avec le label Avis Vérifié que vous connaissez, qui est un label d'avis client qui respecte les plus hauts standards de certification, de vérification. C'est un point extrêmement important, cette authenticité des avis. Et autour de cette solution, finalement, le groupe s'est constitué avec un modèle SaaS, dans une logique de répondre plus globalement à tous les besoins de nos entreprises en France et en Europe, autour de la problématique de l'engagement client. Et donc le modèle SaaS, il a été important pour Skippers depuis le départ, puisque c'est un modèle qui nous a permis à la fois, de par la caractéristique intrinsèquement récurrente de ce modèle, de construire une relation durable et une croissance, je dirais, solide de notre base client. Et le deuxième point qui était important, c'est que puisqu'on est dans une logique d'intégration de différentes solutions sur une plateforme intégrée, pour répondre à cet enjeu de difficulté de faire face à un marché fragmenté pour nos entreprises, eh bien ce modèle SaaS, comme c'est un modèle de service, il nous permet de manière complètement transparente pour nos clients de faire tout ce travail d'intégration entre les différentes solutions qu'on est à même de leur proposer aujourd'hui, pour que ce soit extrêmement facile à déployer au sein de leurs équipes, au sein de leurs écosystèmes, pour que ce soit davantage créateur de valeur. Donc c'est vraiment, je dirais, ce modèle qui est l'un des éléments clés de la croissance du groupe Skippers depuis, je dirais qu'il a été créé il y a maintenant quelques années, jusqu'à ce qu'il est devenu aujourd'hui, plus de 7000 clients dans le monde, avec une présence extrêmement forte en Europe et également aux États-Unis. Le passage à l'échelle. Ludovic, une question? Oui, moi j'ai une petite question pour Stéphane aussi. Du coup, c'était de connaître un petit peu quelles étaient les prochaines étapes à venir pour le développement de Skippers.
Écoutez, on se développe sur 2 axes principalement. Premièrement, le développement organique, puisque de par nos solutions, nous sommes sur un marché qui est extrêmement porteur, même lorsque l'environnement a tendance à se rafraîchir. Nous offrons maintenant un panel de solutions SaaS qui fait qui sont très complémentaires. Et donc, on peut développer l'ensemble des différentes solutions auprès de notre base client présente actuellement. Et puis, enfin, notamment sous la houlette de Thierry, on développe sans cesse les fonctionnalités de nos produits et ce sont des éléments qui vont porter notre croissance organique qui est assez forte. Donc oui, il y a d'abord une croissance organique forte et puis aussi, nous serons bien entendu attentifs et à l'affût d'opportunités d'acquisition externe, de croissance externe en fonction, alors bien entendu en étant extrêmement sélectif, et en portant quand même un intérêt particulier, notamment sur notre empreinte géographique, puisqu'on est présent donc, en Europe et aux États-Unis principalement, et partout où nous pourrons renforcer cette présence géographique, nous le ferons. De près. Bravo, je vais laisser Ludovic vous remettre votre trophée. Merci. Voilà, tenez, rapprochez-vous ici pour la photo. Bravo en tout cas à tous les deux. Tenez, on va récupérer les micros, juste, pardon. Comme ça va. Hop, merci. Voilà, on peut encore vous applaudir. Bravo à vous, bravo à Skippers. Merci, messieurs. Deuxième prix, le prix innovation, Jean-Christophe. Est-ce qu'on voit une évolution? Alors, si je parle d'innovation, je parle évidemment investissement dans la recherche et développement. Et est-ce que dans ce que l'on voit là, il y a une prudence, une croissance voilà, que nous dit le baromètre EY sur les investissements R&D? Alors, les chiffres évoluent tout doucement sur la R&D. Après, ça reste, je pense, très positif. On est sur des niveaux très élevés de R&D. On arrive cette année exactement à 1/3 des effectifs. Là encore, des pure players qui sont dédiés à la R&D. Donc, ça paraît quand même déjà être un niveau d'investissement très important. Accessoirement, peut-être aussi que cette hausse limitée est liée à la forte tension qu'on a mentionnée tout à l'heure autour des profils de développeurs. Et quand on regarde ensuite comment est réparti géographiquement cet effort de R&D, là, on voit historiquement, et ça persiste, que les effectifs sont majoritairement implantés en France, 61%, avec un petit écart qui est assez logique aussi entre les groupes de moins de 250 employés et les plus de 250 employés. Et là, ça fait référence, écho quand même au caractère vertueux de l'écosystème français, autour de la formation, et puis on sait qu'on a des dispositifs fiscaux. Pour recherche. Exactement, le jeune entreprise innovante qui fonctionne très bien et qui incite quand même les éditeurs à garder le socle de leur R&D en France, quand bien même on est dans un contexte très internationalisé. Oui, donc c'est des dispositifs qui accompagnent parfaitement dans ce domaine R&D. Alors on va passer au ce prix innovation. Alors pour remettre ce prix, je vais appeler Christophe Gauthier, qui est senior partner en charge de la tech chez AON France, l'un de nos partenaires ce soir. Voilà, on peut l'applaudir. Bonsoir Christophe, bienvenue. Peut-être un mot sur l'accompagnement par AON des adhérents Numéum, justement. Oui, alors nous on est effectivement très fiers d'accompagner Numéum depuis plus de 10 ans, et notamment sur le collège éditeur. Et on est aussi extrêmement fiers d'assurer 1500 sociétés. Et sur l'assurance cyber, il faut le rappeler. Alors oui. Alors ça, j'ai ouvert un guichet là tout à l'heure sur le sujet sensible. Ah bah c'est le sujet du moment. Donc on assure 1500 sociétés sur ces secteurs et donc 700 éditeurs de logiciels. Et alors nous, on est courtier, on apporte effectivement une solution de contrats très spécialisés sur vos risques métiers spécifiques. Mais je pense que je dois aussi dire qu'on a un petit ADN complémentaire qui est l'ADN international. Et donc, chez nous, on a des équipes, une culture, un réseau dans 50 pays pour accompagner justement les éditeurs dans leur développement international. Ça, c'est important. Un contexte qui s'est... on a beaucoup plus parlé de l'assurance cyber, évidemment, parce que les attaques ont encore explosé, et encore plus depuis le Covid. Mais on voit qu'aujourd'hui, et on a l'ANSSI qui s'en mêle, et on a un bout de gouvernement. Enfin, tout le monde est autour. C'est un sujet sensible aujourd'hui pour les entreprises. C'est un sujet très sensible. Et puis, il faut valoriser tout ça. Enfin, c'est bien. Très sincèrement, c'est 50% de notre quotidien aujourd'hui, les problématiques d'assurance des cyberattaques. Mais justement, pour les adhérents Numéum, on a beaucoup travaillé là-dessus et on met tout notre poids pour effectivement il y ait des solutions pour les adhérents Numéum. Voilà.
Alors, il faut prendre l'enveloppe qu'on va vous donner, Christophe. Ouais. Et... Ce que je voulais dire aussi, c'est que je suis vraiment très ravi de remettre ce prix d'innovation parce que nous-mêmes, on est en recherche constante de trouver les bonnes solutions de garantie pour les technos émergentes. Donc, on a été assez pionniers, comme vous l'avez dit, sur le cyber, puis ensuite sur les objets connectés. La problématique du moment, c'est les cryptos, c'est l'intelligence artificielle et même l'informatique quantique, parce qu'on est très content, mais on a un nouveau client depuis la semaine dernière, c'est la pépite française de l'informatique quantique, dont le cofondateur a reçu le prix Nobel de physique cette année. Voilà. Oui, et c'est vrai qu'on voit tous ces sujets forts en ce moment. Alors, le vainqueur de ce prix. Alors, je vais rappeler les 3 nominés qui étaient. Alors, vous les connaissez tous. Hein, ils vont s'inscrire. Gatewatcher, Software Médical et Tetris. Christophe, quel est le vainqueur de ce prix Innovation? Le vainqueur est Tetris. Tetris, voilà. Bravo. Et j'appelle Elena Poincé à nous rejoindre sur scène. Bonsoir Elena. Fondatrice et CEO de Tetris. Bonsoir Elena, merci d'être avec nous, bravo. Peut-être un mot sur Tetris, justement, belle pépite française qui croit. Exactement, bonsoir à toutes et à tous. Donc Tetris, nous sommes éditeurs d'une solution de cybersécurité. Donc en 2012, avec Laurent Oudot, qui est cofondateur avec moi, nous avons développé une solution qui lutte justement contre les ransomware automatiquement et qui les neutralise sur les parcs informatiques. Donc 2012, on a commencé avec ça, on a continué à développer d'autres solutions de cybersécurité. Maintenant, on se retrouve avec toute une plateforme qui permet aux analystes cyber, que ce soit dans vos entreprises ou les entreprises spécialisées, celles qui ont des SOC, à pouvoir justement regarder tous ces mouvements qui se passent sur vos parcs informatiques, que ce soit sur les serveurs, sur vos stations de travail, sur vos téléphones portables, puisque maintenant, là aussi, c'est une menace. Et donc, voilà, Tetris, nous sommes 265 à l'heure d'aujourd'hui. Nous avons ouvert 5 filiales cette année au Japon. Levée de fonds, là, toute récente, de 44 millions d'euros, ouais. Effectivement, pour justement ce passage à l'échelle, ce qui est extrêmement important. Et ce qui est peut-être plus dur aussi, parce que dans le B2B, c'est toujours plus dur pour une société que d'être dans le B2C. Et puis, voilà, donc Canada, Japon, Allemagne, Espagne, et puis la dernière au Danemark. Et puis l'année prochaine, on a l'objectif encore d'aller encore plus à l'international. C'est vraiment je sais pas si Christophe a une question. Non, je voulais juste. On n'a pas fait affaire encore, mais. Non, une petite anecdote, c'est que de notre propre gré, j'avais pris l'initiative d'apporter un cadeau au lauréat. Ne sachant pas qui c'était, mais je pense que le cadeau va vous faire sourire, pardon, puisque c'était un audit cyber par les experts de Sharon, et je pense que vous n'allez peut-être pas en avoir besoin. Mais je vais réfléchir à un autre cadeau, très sincèrement, je vais réfléchir à un autre cadeau. Et juste un mot avant de recevoir le trophée, Elena, aujourd'hui on voit aussi une certaine maturité des éditeurs en cyber en France, qui répondent un peu mieux aussi aux besoins des entreprises. On pourrait dire à un moment, on développait des beaux produits, mais peut-être que le marché n'était pas forcément là. Aujourd'hui, il y a cette maturité, non oui, de tous les acteurs, hein, à la fois Tetris, mais de tous les autres. Hein. Oui, non, c'est vrai. Le seul souci que nous avons en tant qu'éditeur français, eh bien, c'est on est colonisé par tous ces outils américains ou israélo-américains, et justement, c'est d'imposer notre solution sur, j'entendais tout à l'heure la SNCF, l'acheteur de la SNCF, parce que nous, on a répondu aussi à un appel d'offres, et bon, voilà, les choses ne sont pas faites, mais c'est ça, en fait. Comment on fait pour que tous ces grands groupes puissent avoir confiance dans des solutions françaises? C'est plus facile, quelquefois, d'aller les chercher à l'extérieur qu'en France. C'est un petit peu terrible, mais c'est comme ça. Un objet de débat pendant le cocktail. Je vais récupérer les micros. Bravo à vous, en tout cas. J'ai récupéré le micro, pardon. Voilà, avancez-vous sur la photo, et puis on va passer au prix international. Il nous reste encore 3 prix à donner, prix international, les jeux vidéo et le prix du jury. Merci encore à tous les deux. Voilà, je vous laisse regagner, Christophe et Elena, je vous laisse regagner vos... Pour jeu 2, je crois.
Jean-Christophe, on passe au prix international. Alors, qu'est-ce qui ressort justement de cette étude de 2022 ? Est-ce que c'est là le petit point un peu qui gratte? Ouais, c'est le verre à moitié vide et moitié plein, on va dire. Ouais. 58% donc, du panel qui de chiffre d'affaires qui est réalisé à l'international. Donc c'est plutôt bien. Il y a sans doute des secteurs qui font moins bien. En revanche, c'est vrai que ce chiffre, il bouge très très peu, même depuis quasiment la création du panorama, même si on a déjà vu passer ici des lauréats internationaux et même les autres lauréats qui en général ont toujours un ADN très international dès le début. Malheureusement, ça ne permet pas de faire bouger significativement les lignes. Donc oui, peut-être que du coup, ce chiffre évoluera dans les prochaines années. Et quand on regarde un petit peu les principaux pays contributeurs, sans surprise, donc on retrouve la France. Ça fait écho à ma première remarque. Et demain, on voit quand même les États-Unis qui restent une destination, on va dire, privilégiée, en tout cas visée par les éditeurs. Et à l'inverse, finalement, le marché européen, assez peu. Donc à suivre dans les prochaines années. On sent que c'est cette barrière des 100 millions d'euros de chiffre d'affaires qui font qu'on est plus international que... C'est ça. Souvent ça quand on regarde le profil. Ouais, exactement. Effectivement, on voit que le chiffre d'affaires du panel, il est quand même majoritairement porté par les gros éditeurs. Ouais. Après, c'est vrai qu'il y a deux manières de voir les choses. C'est soit on se dit il faut aller chercher international très tôt pour arriver à ces 100 millions. C'est en tout cas l'exemple, je pense, à suivre quand on voit les réussites récentes dans la French Tech. C'est systématiquement des sociétés qui se sont structurées très très tôt à l'international. En tout cas, on avait deux exemples déjà dans les deux premiers primés qui réussissent à l'international. Alors, pour remettre ce prix, j'invite Christophe Como, directeur de la division Tech et Services de Business France, à nous rejoindre. Christophe, voilà, on peut l'applaudir. Ici, micro. Christophe, c'est ici, Christophe, donc partenaire aussi de Numéum. Alors racontez-nous un peu ce partenariat avec Tout à fait. Merci déjà à Numéum pour cette invitation. Tournez-vous vers le... Voilà. Business France, c'est 1500 collaborateurs en France et dans le monde. Et sur la filière tech et services, on accompagne 1500 entreprises chaque année, principalement des startups, des PME et quelques ETI. Par rapport à la cartographie qu'on a vue, les entreprises qu'on accompagne, nous demandent les destinations qu'elles ciblent en premier, où on les projette, sont Amérique du Nord en premier et proche Europe. Allemagne, Espagne, Italie, c'est vraiment les 4 marchés les plus ciblés par rapport aux entreprises qu'on accompagne. Ces entreprises, on les projette aussi sur des opérations, des actions collectives, près de 75 opérations chaque année, à peu près 20 pavillons France, une vingtaine aussi de programmes dédiés aux startups sur des marchés ciblés. Et le dernier sujet sur lequel on intervient aussi pour aider ces entreprises à réussir à l'international, c'est un programme RH qui s'appelle le VIE, le Volontariat International en Entreprise, pour que ces entreprises puissent envoyer des jeunes, les meilleurs talents, réussir pour développer leurs produits, leurs services sur ces nouveaux marchés. Avec Numéum. Oui. Numéum, c'est un partenaire historique de Business France. On intervient sur différents sujets. Numéum, je dirais, un partenaire incontournable pour tous les éditeurs de logiciels, les ESN, et pour faire bénéficier ces 2300 membres, avec Business France, on informe en premier toutes ces entreprises. Ça passe par des webinaires d'information sur des marchés, des sous-secteurs bien ciblés. Ça passe aussi par des points conseils individuels avec tout notre réseau régional en France, de conseils internationaux dans toutes les régions qui permettent justement d'avoir ces one-to-one sectoriels avec ces entreprises. Ça passe aussi sur des missions, des délégations. Après-demain, au siège de Business France, on accueille une délégation, par exemple, de décideurs algériens où Numéum peut en faire profiter ses membres. Parmi les actions passées, je réfléchis, on a eu une participation sur le Web Summit à Lisbonne il y a 15 jours. Aussi, oui. On a eu la semaine dernière chez Business France les rencontres internationales de French Tech, qui est un événement où Numéum est un partenaire de premier plan pour faire bénéficier ses membres et aussi mobiliser les meilleurs speakers et les meilleurs experts. Donc voilà, c'est un petit peu tous les services qu'on propose à l'écosystème français. Business France est membre fondateur de la French Tech. Il faut vraiment savoir que la French Tech, à l'international, elle a une très bonne image positive. On est vraiment attendu sur la cybersécurité, fintech et plein d'autres secteurs. Donc on espère que ça va se poursuivre. Juste un mot, vous parliez États-Unis, vous parliez de Proche Europe. Proche Europe. Est-ce que
Europe du Nord, est-ce que Amérique du Sud, est-ce que ça c'est des choses où vous dites tiens dans les projets, parce que l'Asie c'est un peu plus compliqué en ce moment, oui, peut-être ça reviendra, mis à part le Japon ça reviendra, mais est-ce que tiens c'est pas l'opportunité aujourd'hui pour aller davantage vers ces pays? Mais bien sûr, moi j'ai eu la chance d'avoir été en poste en Asie, en Inde de nombreuses années et au Brésil aussi. C'est des marchés porteurs, prometteurs, moins demandés par les entreprises. C'est peut-être plus compliqué pour des startups ou des petites PME de se projeter sur ces marchés qui sont complexes, non pas compliqués, mais complexes. Il faut s'assurer avec les bons partenaires. Les processus de décision sont hyper longs et ça coûte cher finalement. Il faut revenir plusieurs fois. Mais il y a des opportunités, bien sûr, en Asie, en Amérique latine. On a des success stories sur toutes ces zones. Oui, très bien. Je vais laisser vous remettre l'enveloppe pour découvrir le vainqueur. Alors, il y avait 3 nominés, Akeneo, Equative, qui est l'ex Smart Ad Server, et Linkurious. Christophe, je vous laisse donner le vainqueur. Toutes mes félicitations à Equative, qui reçoit le prix de l'international. Voilà, Equative, on appelle Arnaud Crépu. Arnaud Crépu, qui arrive. Qui est le CEO d'Equative. Bravo. Arnaud, voici le micro. Félicitations. C'est peut-être Jean-Christophe qui va vous poser la première question. Oui, j'avais une question. Vous êtes très international, 85% du chiffre d'affaires, je crois, qui est fait à l'étranger, 16 pays. Ça, c'était il y a 3 semaines quand on s'est parlé. Peut-être que c'est déjà beaucoup plus aujourd'hui. Peut-être comprendre un peu comment vous avez organisé ça, d'un point de vue croissance externe, croissance organique, même d'un point de vue organisation du management. Ce serait intéressant de vous entendre sur ce point. Alors d'abord, un grand merci. Christophe et Jean-Christophe pour ce prix. Merci Ernst & Young, merci à nous. C'est un grand honneur pour l'ensemble de l'équipe Equative et que je partage en fait avec tous mes collègues. Ceux qui le méritent le plus, c'est ceux qui font le boulot à l'international en fait, mais ils sont pas à Paris justement. Equative en 2 mots. On s'appelait Smart Ad Server jusque juin 2022. On a changé de nom justement dans une démarche de croissance à l'international. On est sorti du groupe auféminin.com en 2015 et depuis 2015, on a une croissance très forte et on investit sur 2 sujets, la plateforme, donc la technologie, et la croissance à l'international. Aujourd'hui, on opère une plateforme de monétisation publicitaire au service des groupes médias de l'open web. Donc on est en concurrence directe avec Google, on est la seule alternative européenne indépendante à Google. Généralement, ça fait peur aux investisseurs quand on est en concurrence avec Google. Sur le métier qui est le nôtre, Google est justement en conflit d'intérêts majeur avec tous les groupes médias de l'open web, puisqu'ils opèrent YouTube et Google Search. Ils captent une grosse partie des dépenses publicitaires digitales dans le monde, et donc il y a des opportunités gigantesques pour les indépendants que nous sommes pour générer du business avec les groupes médias de l'open web. Je ne dis pas éditeur, puisque éditeur aujourd'hui, c'est des éditeurs de logiciels. Dans notre jargon, les éditeurs, c'est des éditeurs de presse, donc les groupes médias. Nos clients, c'est Le Figaro, Le Monde, Le Bon Coin, le groupe Altis, Deezer, Dailymotion en France, par exemple, et leurs équivalents à l'international. Equative, c'est 550 collaborateurs, un peu plus de la moitié à l'international. La plateforme est gérée 100% en France, la R&D est en France, les fonctions régaliennes sont en France, le business est à l'international. On génère à peu près 350 millions d'euros de chiffre d'affaires pour nos clients. On en prend une partie pour nous. On a triplé notre taille en 3 ans. Ce triplement de notre taille vient d'abord d'une croissance organique très forte de l'ordre de 35 à 40% par an. Et aussi d'un peu de croissance externe. On a fait 3 petites opérations de croissance externe en Allemagne et aux États-Unis. La croissance organique vient aussi d'une récurrence très forte. On a à peu près 120% de NRR, donc de revenus récurrents sur nos clients existants annuellement, donc qui augmentent leurs revenus avec nous, leur chiffre d'affaires avec nous chaque année. Et donc c'est assez confortable. Et là, ça plaît beaucoup plus aux investisseurs. En fait, pour revenir à ta question, Jean-Christophe, et je vais être très bref, la croissance internationale, c'est devenu une évidence en fait sur un marché français qui est tout petit, qui nécessite un investissement important, qui est un marché très fragmenté. Les groupes médias sont de petite taille si on les compare à leurs voisins en Allemagne, au UK et bien sûr aux États-Unis. Ils sont tous massivement friands des technologies de Google. Ils ont négocié il n'y a pas très longtemps les droits voisins et d'autres choses comme ça qui les lient sur le long terme avec Google. Et donc ça nous a paru une
évidence d'aller très vite à l'international. Le marché français, il est juste 20 fois plus petit que le marché américain. Le marché américain est 4 à 5 fois plus gros en volume, 3 à 4 fois plus gros en prix. Les Américains sont très friands de publicité, contrairement aux Américains, aux Français, contrairement aux Européens, pardon, et particulièrement les Français. Et donc c'est devenu une évidence. Donc trois choses pour cette croissance à l'international et particulièrement aux États-Unis. Dans la première phase, 2015 à 2018, en fait, on avait des petits moyens, on n'a pas levé de fonds, on n'a jamais levé des dizaines de millions d'euros comme certains de nos confrères européens et américains. On était rentable depuis le premier jour, donc tout a été autofinancé. On avait un engagement de réaliser un minimum d'EBITDA de 3-4 millions et tout ce qui dépassait, on l'investissait systématiquement à l'international et particulièrement aux États-Unis. Donc la première chose, c'est ne pas chercher, en tout cas c'est ce qu'on a cherché à faire, ne pas chercher à maximiser la profitabilité. Et les deux autres, parce qu'il faut... L'heure tourne, voilà, je vous fais accélérer un peu. Voilà. Aller très vite. Et puis ensuite, le marché américain, ça repose sur deux piliers. Sales Automation, Sales Academy. Sales Automation, le marché est très profond. Il y a plus de 50 000 agences aux États-Unis. On a une équipe de 15 inside sales qui génère à peu près 15 rendez-vous chacun par mois et on en signe un sur deux. Ça, c'est Sales Automation. Le seul marché qui permet vraiment de faire fonctionner Sales Automation, c'est les États-Unis. Sales Academy, un sales américain, ça coûte plusieurs centaines de milliers de dollars. Généralement, ça les rapporte pas. Donc, on a choisi de promouvoir les meilleurs inside sales chaque trimestre, les deux meilleurs, qui sont des sales juniors, qui coûtent moins cher, qui sont beaucoup plus motivés, attirés par le projet. Et le succès vient principalement de ces deux piliers, Sales Automation, Sales Academy. Voilà. Merci Arnaud beaucoup. Et bravo. Je vais laisser Christophe vous remettre. Je reprends le micro. Voilà, je reprends le micro. Merci. Voilà, avancez-vous tous les deux pour la photo. Merci encore. Bravo à Arnaud Crépu et merci à Christophe Como pour ce partenariat Business France. Et encore merci au jury d'avoir élu de belles sociétés comme celle d'Equative. On passe au reste de prix, on passe à celui du jeu vidéo. Pour remettre ce prix, j'invite Levan Sarjveladze à nous rejoindre sur scène. Levan, président du syndicat national des jeux vidéo. Voilà, on peut l'applaudir. Levan, un secteur des jeux vidéo alors en forme. Hein, on a des locomotives en France. On parlait alors non pas Ubitransport, Ubisoft. On a des belles locomotives en France, mais on a aussi tout un tas de petits éditeurs. Puis il y a les jeux sur mobile. Enfin, il y a beaucoup de choses qui se déclenchent. Évidemment, le Web 3 derrière. Enfin voilà, il y a encore beaucoup de perspectives dans ce domaine. Oui, c'est vrai qu'on a passé la fin de l'année 2021 et l'année 2022 avec avec beaucoup d'intérêt, avec beaucoup d'enthousiasme et avec même un petit peu d'exaltation, parce qu'effectivement, on va un petit peu dans tous les sens, et notamment, on a été porté par des bons résultats, mais aussi par un petit peu par les montagnes russes émotionnelles de nouveaux usages, de nouvelles plateformes, de nouveaux modèles d'affaires, et puis même de nouvelles technologies qui sont peut-être un peu early stage à l'heure actuelle. Et je vous parlais évidemment de tout ce qui est blockchain. Voilà, les montagnes émotionnelles, elles sont là. Les NFT, qu'est-ce qu'on peut mentionner par exemple? Il y a aussi tout ce qui est les nouveaux usages de la réalité virtuelle, notamment le métaverse, voilà, qui se confrontent pas du tout avec la blockchain, loin de là. Et puis également sur des choses comme le jeu en streaming, qui a fait un peu trébucher Google par exemple. Enfin, quand je dis que ça les a un peu fait trébucher, je veux dire que le terme technique, c'est plutôt éclaté au sol. Enfin, ils l'ont même arrêté. Voilà, ils ont arrêté, voilà, c'est effectivement ça. Alors que d'autres, comme Netflix, s'interrogent. Voilà, j'interroge. Mais de toute façon, tout ça va arriver. C'est-à-dire que, le problème, c'est le time to market. Est-ce que ça va arriver là en 2022, 2023? Est-ce que ça va attendre un petit peu? Mais ça va être là. Et du coup, le dilemme devant lequel se sont placés nos studios et nos éditeurs, c'est est-ce qu'il faut aller vers ces next big things? Ou bien est-ce qu'il faut revenir aux fondamentaux, c'est-à-dire faire et vendre des jeux de qualité un peu comme avant, avec des bonnes narrations, avec des gameplays innovants pour des publics qu'on contrôle bien, enfin qu'on maîtrise bien. Et donc là, ça va être intéressant de voir justement vos choix de nominés, dans quel sens ils sont allés. Alors, la réponse à la question que je viens de poser, c'est vraiment qu'il faut faire les deux, évidemment. Oui. Il faut évidemment avoir les deux bouts de la corde. Et c'est un univers aussi, pareil, pénurie de compétences. Là aussi, il faut aller chercher des développeurs, les attirer. Enfin, oui, là encore, en termes techniques, pénurie, oui, c'est la guerre. C'est la guerre. Bon, je crois que c'est pareil partout. C'est la guerre des talents, ça c'est très clair. C'est vraiment l'alpha et l'oméga on veut être un bon studio, un bon éditeur. Il faut savoir convaincre les gens et les talents de venir avec nous. Ça c'est très clair. Alors Levan, l'enveloppe, on va
te la donner tout de suite. Donc, il y avait trois candidats. Il y en a un que tu connais un peu. Donc, il y avait Celsius Online, Microids et Shiro Games. Voilà. Ah d'accord. Bah, ouais. J'espère que c'est pas moi, parce que moi je suis Celsius, donc j'espère que c'est pas moi là-dedans. Ce serait très gênant. Enfin, je sais pas si tout le monde se rend compte. On va voir ce qu'il y a écrit dans l'enveloppe. Si enfin, je dit Microids et Shiro Games. On va avoir des talents de prestidigitation pour changer le. Microids et Shiro Games, deux extraordinaires entreprises et qui d'ailleurs vont dans le même sens. C'est vraiment dans le retour aux fondamentaux, à l'excellence et à la qualité. Shiro Games avec un studio qui est aussi un petit éditeur et Microids un éditeur vraiment de grande excellence, quoi. Alors, et le vainqueur, c'est Microids. Microids, voilà. Et Stéphane Longard, j'invite Stéphane Longard, donc CEO de Microids. Bonjour Stéphane, bienvenue. Et je crois que juste avant de remettre le trophée, là, il y a une question de Jean-Christophe. Ouais, une double question, peut-être quelques mots sur votre business model, qui est un petit peu particulier, je crois, on en parlait tout à l'heure. Et puis aussi sur votre croissance 21, c'est vrai qu'on a vu une forte croissance du secteur en 2020, enfin en tout cas le Covid, paradoxalement, a beaucoup boosté le secteur du jeu. On l'a vu peut-être chez Ubisoft un peu moins en 21. Vous êtes un peu à contre-cycle par rapport à ça en 21. Enfin, comment vous expliquez cette performance ? Alors, rapidement, pour déjà expliquer qui est Microids. Microids est une société qui a 37 ans, la première société de jeux vidéo qui a été créée donc, il y a 37 ans. Le fondateur, Elliot Graciano, fait toujours partie de l'équipe. Donc, il m'a rejoint il y a maintenant 10 ans, après une pause. Et c'est vrai que depuis une dizaine d'années, on a un peu revisité ce qu'était l'ADN historique de Microids, en revenant un peu aux fondamentaux, puisque, si vous vous souvenez, dans les années 90-2000, il y avait les sociétés Ubisoft, Infogrames ont été leaders, et Ubisoft est encore très présent aujourd'hui, même si Infogrames a disparu depuis, et avait comme ADN de faire des jeux vidéo basés sur des licences connues. Alors c'était soit des licences françaises, européennes ou internationales. Et c'est vrai qu'on a repris cette façon de faire. On est revenu avec des licences que vous connaissez tous, que ce soit les Schtroumpfs, que ce soit les Astérix, avec une dimension européenne, puisque Astérix est très fort aussi en Allemagne, avec des licences qui arriveront prochainement comme Tintin. Il n'y a pas eu de jeu depuis des années, même si le film a connu un gros succès. Ou Goldorak pour les nostalgiques de l'époque, puisque ça arrivera l'année prochaine. Mais c'est vrai que l'ADN historique de Microids et ce qui est devenu Microids aujourd'hui, et qui a été depuis 6-7 ans une croissance à 2 chiffres, puisqu'on a à peu près une croissance de 50% par an. Alors on commençait très bas, puisqu'on était à 4-5 millions en 2016. Il y a vraiment eu des montagnes russes que tu expliquais tout à l'heure. Et depuis, avec cette croissance, on atteint un peu plus de 50 millions d'euros en 21. Et c'est vrai que le paradoxe de l'éditeur qu'on représente, c'est que dans le jeu vidéo, l'image qu'on a, c'est qu'on vend du jeu vidéo en digital. Ça, c'est vraiment l'image qu'on peut avoir. Donc c'est vrai qu'on a bénéficié du digital pendant les périodes de Covid, du physique, puisqu'on est très présent en physique. On a de l'ordre de 70% de notre chiffre d'affaires qui est fait en physique. C'est quand même un paradoxe. Quand on pense jeu vidéo, on se dit non, le jeu vidéo, c'est d'abord du digital. On achète soit sur mobile, donc clairement, le mobile est un élément présent, mais sur console, par la typologie de nos jeux qui ciblent les enfants, qui ciblent les familles, le jeu vidéo est physique et donc il est mondial. Nous, on réalise 80% de notre chiffre d'affaires hors de France, avec 20% aux États-Unis, une quinzaine de pourcents en Allemagne, et bien sûr, et on est présent au Japon, en Allemagne, avec un bureau qui représente l'Europe pour nous, et en Chine depuis un peu plus d'1 an. Donc c'est vrai que notre ADN, c'est le jeu vidéo basé sur des licences et avec une dimension le plus large possible, c'est-à-dire le plus mondial possible. Je vais laisser Lévan vous remettre votre trophée et on va vous applaudir. Voilà, je vais reprendre les micros. Bravo. Voilà, avancez-vous bien, bravo. Donc Stéphane Longard, CEO de Microids, et bravo encore. Et merci au jury qui a fait cette belle sélection. On arrive au dernier prix, le prix du jury. Donc c'est le prix coup de cœur du jury. Et dans un instant, alors il y a 3 nominés dans cette catégorie. Je vais vous les citer tout de suite. Deepkey. Voilà, on peut encore vous applaudir. Merci tous les deux. 3 nominés, Deepkey, Gatewatcher, Link... c'est bien. Je vais d'abord faire venir Franck Sebag, qui est partenaire EY. Je l'avais oublié. Voilà, il s'était fait discret. Voilà, on peut l'applaudir. Merci. Merci Franck. On parle des 3 nominés. On va en reparler dans un instant.
Juste un mot, Franck, on arrive à cette conclusion, prix cœur du jury, on a beaucoup parlé de tous ces investissements, on sait que tu es un expert des fast-growing compagnies. Je disais tout à l'heure, aujourd'hui, un climat d'incertitude, on a des levées de fonds moins fortes qu'en 2020, en France, j'entends, mais globalement, on s'en sort plutôt pas mal. Oui, on a une année 2021 incroyable sur l'investissement dans la French Tech et dans la tech. On avait plus de 120% de croissance, 11,6 milliards avaient été investis dans la French Tech. Quand on dit on se sort pas trop mal, c'est qu'au 30 juin, on tournait encore avec 63% de croissance des investissements. Donc la vraie question, c'est où en sommes-nous à fin octobre ? Comme vous l'indiquez, ça va pas si mal parce qu'on ne se rend pas compte avec cette ambiance assez mortifère où finalement on entend toute la journée que ça va mal, mais ça va pas si mal puisqu'à date, on tourne avec 20% de croissance des investissements dans la French Tech. Donc les investissements ne se sont pas arrêtés, ça ralentit, on est à un peu plus de 12 milliards investis. Et pourquoi ça va pas si mal ? C'est que la France est atypique au niveau européen. Atypique parce que on n'a pas eu en fait les excès des licornes américaines. Atypique parce que la plupart des sociétés de la French Tech arrivent à combiner en fait performance et engagement. Et on l'a vu encore aujourd'hui, l'intégration des modèles responsables est devenue assez clé. Même s'il n'y a plus d'introduction en bourse, aujourd'hui, on arrive à financer. Et comme vous le savez, nos amis américains sont aux aguets parce qu'il y a quelque chose qui ne nous aura pas échappé. La conversion euro-dollar fait que nos amis américains sont aux aguets, notamment en prêt equity. Donc, voilà, si vous êtes en train de chercher de l'argent, le dry powder, la poudre sèche existe. Le sujet qu'on a, c'est un sujet de valorisation. Mais l'argent est bien là. On n'a pas de crise systémique financière. L'argent est présent et on peut être fier en fait de cet écosystème qui est résilient et qui continuera à progresser. On va parler de trois startups qui y vont. Il y en a une qui a d'ailleurs levé il n'y a pas longtemps 8 ou 10 millions d'euros, l'une des trois. Donc 3 nominés sur prix coup de cœur du jury, DeepKey, GetWatcher, Linkurious. Et je vais te laisser, Franck, l'honneur de donner le vainqueur. Le gagnant ce soir est DeepKey. DeepKey, on invite Grégoire de Beaumont. Grégoire de Beaumont, directeur commercial France de DeepKey. On est dans la démarche RSE aussi, puisqu'on est dans calculer la performance énergétique des bâtiments, hein, c'est bien ça ? Alors tout à fait, je pense qu'on a une très bonne conclusion pour cette soirée, puisque on est d'abord un éditeur de logiciels, un éditeur d'une plateforme SaaS, donc une boîte de la tech. Et notre métier, c'est d'accompagner des grands parcs immobiliers sur le chemin de la sobriété. Concrètement, on travaille sur leur empreinte carbone, donc sujet dont on a pas mal parlé ce soir. Donc on accompagne des grands propriétaires investisseurs. Là, l'exemple ici, par exemple, comme Altaria, ce bâtiment, il y a des grandes chances qu'on le monitore et qu'on remonte les données. On accompagne des gens comme la SNCF. On monitore les 30 000 sites de la SNCF. On monitore, on aide des acteurs comme l'État français sur 100 000 bâtiments pour la direction de l'immobilier de l'État. Et donc, pour tous ces gens, on remonte une masse de données et on les aide concrètement à tracer des trajectoires vers la sobriété, qui peuvent être des trajectoires de consommation d'énergie, mais qui peuvent être aussi des trajectoires carbone. Je ne vais pas refaire toute la soirée et reprendre tous les mots des interlocuteurs formidables qu'on a eus ce soir. On a entendu parler notamment de LBTI, donc c'est des choses qu'on fait. On aide ces parcs immobiliers à aller vers le net zéro carbone et à se conformer à des modèles qui ont été créés. Et je parlais de levée de fonds, c'est levée de fonds récente, hein, c'est ça? Il y a eu 8 C'est 150 millions. Ouais, c'est ça. C'est pour ça que j'étais perturbé. Je me disais, j'étais sûr que j'étais bien planté. Alors c'est vrai qu'on parle toujours beaucoup de levée, on parle beaucoup toujours de valo, des boîtes de la tech. Ce qui est, à mon sens, important là-dedans, c'est que en fait, ces levées, bien sûr, c'est un moyen de nous financer pour notre développement, et elles sont sous-tendues par une vraie expertise opérationnelle, par une vraie volonté
d'avoir de l'impact déjà sur nos marchés. Et surtout, elles sont plutôt la conséquence d'un travail extraordinaire qui a été fait par des équipes et qui pousse des investisseurs à venir vers nous et à nous faire confiance. Et je vais laisser Franck pour mettre... Oui, donc voilà, on est face à une entreprise qui conjugue du coup performance et engagement, donc une levée de fonds significative. Comment fait-on pour continuer à innover et comment en fait en interne vous repensez toujours la croissance et comment vous aidez justement ces acteurs en fait de l'immobilier à innover? Voilà, quelles sont vos innovations, en tout cas, comment vous exprimez cette agilité? On essaie tout simplement de répondre aux vrais besoins de nos clients. Alors l'innovation dans une entreprise comme la nôtre, ça a plusieurs facettes, plusieurs dimensions. Ça peut être des innovations qui sont des innovations très techniques. On crée par exemple des algorithmes, beaucoup d'algorithmes, notamment des algorithmes qui vont aider à aller boucher des trous de consommation dans les remontées qu'on fait chez nos clients. Et après, on a aussi des innovations qui servent le marché. Et la dernière, dont on est très très fier, c'est qu'on a créé le premier benchmark ESG pour les acteurs de l'immobilier. Alors c'est quoi un benchmark ESG? On a parlé tout à l'heure de réglementation européenne, hein, parce que ça c'est un truc important aussi. On a beaucoup parlé de RSE, on a tous dit qu'on était super impliqués dans la RSE. Mais on n'est pas des bisounours. Si on est tous aussi autant impliqués, c'est qu'il y a des réglementations qui s'imposent, notamment des réglementations européennes. On a parlé, encore une fois, taxinomie verte, SFDR. C'est des choses qui s'imposent et on ne peut pas passer outre. Donc c'est bien, ça va dans le bon sens. Donc l'Europe nous impose et impose à toutes les sociétés, à partir du moment où elles font un investissement, de prouver que l'investissement qui est fait est un investissement qui est durable et qui répond à un certain nombre de critères. Alors comment on sait que l'investissement qu'on va faire, et notamment nos clients dans l'immobilier, comment ils savent que l'investissement, l'actif qu'ils vont acheter est un actif vert ou pas un actif vert? Eh bien c'est en se comparant à des indicateurs. Et donc, nous, on a créé le premier indicateur qui permet à des acteurs de l'immobilier de savoir si leurs actifs sont sobres ou pas. Eh bien, bravo à vous. Je vais laisser Franck vous remettre le trophée. Je vais récupérer les micros. Bravo à vous. Je vais demander à Gilles et à Stanislas de revenir sur scène. Je vais aussi demander à tous les lauréats et les membres du jury de nous rejoindre sur scène pour un tout dernier mot. Restez avec nous, du coup, pour un mot de conclusion. Voilà, les autres lauréats, voilà, vous pouvez revenir sur scène, ainsi que les membres du jury qui sont ici présents. Voilà, venez nous rejoindre. Gilles, Stanislas, un mot rapide, tenez. Alors, comme on est très en retard, on va faire très vite, hein, parce que j'ai l'impression que... Je vais faire très vite. Je voulais profiter de la présence de Véronique Torner, ici, vice-présidente de Numéum en charge du numérique responsable, pour vous inviter dans une quinzaine de jours au Green Tech Forum, qui aura lieu le 1er et le 2 décembre au Beffroi de Montrouge. Tout l'écosystème du Green IT et de l'IT for Green sera réuni avec des ateliers, des tables rondes pendant ces 2 jours. C'est important d'y participer. Voilà, c'était juste parce que Véronique est là. Et un petit remerciement rapide déjà à Frédéric pour nous avoir aidé à dépasser un petit peu. Exactement, à préparer cet événement. Et un grand merci évidemment aux équipes de Numéum. Et à Boris Mathieu qui a fait et DIY, exactement, pour l'organisation. C'est vraiment un super événement. Bravo à tous. Bravo. Alors on peut encore applaudir. Le cocktail est là, alors rapprochez-vous et chacun des lauréats, n'oubliez pas de garder, il y a un petit photocall là, on va vous préparer une petite interview, donc en sortant, hop, une petite interview de 2 minutes. Bravo, encore à vous.